Cette année, ça a été une année record en termes d'exode. En 11 ans, c'est un x3. Ils étaient à peine à 50 000 millionnaires qui se déplaçaient par an. Prévision pour l'année prochaine, 160 000. Et toutes ces taxes, en fait, c'est des repoussoirs. En fait, ça donne envie à ces gens de partir. Il faut s'attendre à payer plus, avoir moins, rognement progressif de l'État-providence qu'on est déjà en train de voir, augmentation des taxes, augmentation des bâtons dans les roues, etc., etc. Tout le monde va pouvoir constater une dégradation des services, ce qu'on est déjà en train de voir finalement. Et tu as des paralysés qui jouent aux jeux vidéo, à Call of Duty, à Age of Empires, qui tapent des textes par la pensée. En fait, ils sont capables de diriger leur ordi avec la pensée. Ça, c'est juste la première étape. La vision d'Elon Musk avec Neuralink, c'est qu'à terme, on puisse fusionner en partie avec l'IA pour rester pertinent. Puis à un moment, tu auras 99% de ton traitement cognitif qui sera fait dans le cloud à 10 000 fois plus vite que ton cerveau. Et du coup, est-ce que tu seras encore une entité biologique ou pas, tu vois ? Salut Olivier, bienvenue dans ce second podcast qu'on fait ensemble cette année. C'est même le troisième qu'on fait sur la chaîne et celui qu'on a fait pour la sortie de ton livre à Marrakech là, il y a quelques mois. Ça a été un des podcasts les plus vus de l'année sur la chaîne Osei TV. Et donc, dans ce nouveau podcast, on va aller encore plus en profondeur sur des thèmes qui nous passionnent tous les deux. Souveraineté personnelle, disruption des États par Internet et tout ce qui est autour de la fiscalité et de la liberté de manière générale. Le premier sujet que j'ai mis, donc j'ai pris quelques petits sujets sympas. Le premier, ça va être le fait qu'on assiste en fait au fait que la France est en train de tester les limites de la courbe de Laffer. Et avec tous ces impôts, toutes ces taxes qu'on voit toutes les semaines quasi, ils ont des nouvelles idées, ça, ils ne sont pas à court de ça. On assiste quand même à une mobilité énorme en fait, du capital, des entrepreneurs, des créateurs de richesses. Est-ce que déjà tu peux commencer par expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce phénomène de la courbe de Laffer et si on peut toucher après quelques mots sur ce qui se passe cette année là-dessus. Oui, le concept de la courbe de Laffer, c'est simple, c'est tout simplement qu'il y a un point optimal de taxation pour les États, c'est-à-dire qu'il y a un chiffre quelque part entre 0 et 100, où c'est là où les États vont avoir le plus de revenus fiscaux. S'ils taxent trop, ils vont décourager les gens de travailler, ils vont faire fuir les plus mobiles. S'ils taxent pas assez, ils vont diminuer leurs revenus fiscaux. Donc ça, c'est le concept de base. Il n'y a pas d'économiste sérieux qui est contre ça. Tout le monde est d'accord pour dire que à 0%, les États gagnent 0. Et à 100, les États ne gagnent pas 100. Voilà, à 100% d'impôt, tu détruis l'économie, tu détruis ton pays. Et ça, tout le monde est à peu près d'accord. Par contre, il y a énormément de débats. Et là, ça peut être très, très idéologique sur où exactement est le point le plus optimal. Et puis, bien sûr, ce n'est pas un point universel, ça varie de pays en pays. Ouais. Suivant les mentalités locales, etc. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette année, ça a été une année record en termes d'exode. 142 000 millionnaires ont quitté leur pays en 2025. 800, la France en a perdu 800. C'est le 7e pays qu'on a... 142 000, ça paraît énorme. Ouais. T'es sûr ? C'est le rapport Henley ? Ouais, c'est le rapport Henley, justement. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 11 ans, c'est un x3. Ils étaient à peine à 50 000 millionnaires qui se déplaçaient par an. Et là, on est à 142 000 et prévision pour l'année prochaine, 160 000. Donc ça s'intensifie en fait et ça montre à quel point en fait le capital, les créateurs de richesses sont mobiles et toutes ces taxes en fait, c'est des repoussoirs en fait, ça donne envie à ces gens de partir. Oui. Alors sur le rapport Henley, j'avais été vérifier la méthodologie. On peut discuter, débattre de la méthode, c'est pas non plus garanti à 100%, mais quand même ils ont le mérite de faire une étude où ils disent qu'il y a beaucoup de données qui viennent du terrain en fait. Ouais. Et que ça vient des family office, des avocats fiscalistes qui remontent des infos. Probablement que les chiffres ne sont pas exacts au pourcent près, mais ça doit... Probablement, ça donne une bonne tendance. Déjà. Ouais. Ça donne une bonne tendance, effectivement. Et puis donc, le gros perdant de l'année 2025, c'est le Royaume-Uni, avec 16 500 millionnaires qui sont partis. Et ça paraît cohérent par rapport à ce qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté le non-dom. Enfin, il y a un nouveau système qui a été mis en place. Donc, le non-dom, c'était qu'en gros, tu pouvais, en tant que non-britannique qui n'avait pas de domicile, alors on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais tu pouvais en fait vivre en Grande-Bretagne et ne payer des impôts que sur l'argent que tu amenais en Grande-Bretagne. C'était un système territorial. Et ça a sauté. Alors, ça s'est plutôt métamorphosé, mais en gros, tous les gens qui étaient là depuis longtemps, ils n'y ont plus droit, et ça a entraîné un exode massif. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment une conséquence logique de la thèse de mon livre, c'est que plus la population est mobile, et plus le point de la courbe de Laffer se rapproche plus de 0 que de 100. Okay, c'est logique que quand tu es un monopays immobile, tu subis le monopole de ton service de gouvernance et que du coup, pour te faire partir, il faut vraiment un énorme
taux d'imposition, voire même, tu pourrais même subir 70%, comme ça se voit dans certains cas en France, et ne pas partir. Par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va te démotiver à travailler, ça va te démotiver à mettre en place des projets. Tu vas vivoter en te disant, bon, je vais faire des petits trucs tranquilles parce que ça sert à rien, ils vont tout me piquer. Mais plus la population est mobile, et plus en fait elle est sensible à des augmentations d'impôts, et plus elle est sensible à ce qu'on leur retire des optimisations fiscales comme le nom de DOM, et plus du coup tu les encourages à aller ailleurs, alors qu'en même moment, tu as des dizaines de pays qui déroulent le tapis rouge. Qui se battent en fait, pour être compétitifs, ouais. Voilà, et donc c'est ça la grosse disruption aujourd'hui. Et d'ailleurs, la plupart des économistes, quand ils ont essayé d'établir le pourcentage dans la courbe de l'affaire qui est le plus optimal, ils ont fait ça au début des années 2010, à l'époque où la population était moins mobile qu'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un des angles morts qu'ils ont, et que clairement, ils prennent pas assez ça en compte dans leurs recommandations aux politiciens, pour les politiques publiques, etc. Et pourquoi ils prennent pas assez ça en compte? Tu sais, je veux dire... Parce que c'est quand même un phénomène qui est simple à comprendre. Plus tu taxes les gens, ceux qui sont mobiles, ils se barrent, ils acceptent pas. Pourquoi ils ne comprennent pas en fait? Déjà, il y a une idéologie il n'y a aucun économiste qui est complètement neutre. Ça n'existe pas. Il y en a qui essaient d'être le plus neutre possible et scientifique possible, mais il y en a beaucoup qui sont extrêmement politisés et qui ont des combats politiques et sociaux. Par exemple, Thomas Piketty, lui, il est clairement très ancré à gauche. Et tu ne peux pas dire que c'est un économiste neutre. Après, voilà, des économistes qui sont très politisés, ce n'est pas forcément qu'ils sont inutiles, mais il faut les voir comme des avocats qui vont défendre une cause particulière. Et si dans un jugement, si quand tu es juge dans un tribunal, tu écoutes que l'avocat, c'est pas comme ça que tu vas te faire une opinion qui est intelligente. Tu dois écouter le procureur, l'avocat, les témoins et te faire ta propre opinion. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu prends ces économistes extrêmement politisés comme des avocats, il n'y a pas de problème. Mais derrière, il faut faire une étude sérieuse du sujet. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, tu sais, quand tu étudies l'histoire, tu vois très clairement que quand il y a des disruptions technologiques, des changements d'époque, il y a une partie non négligeable de la population, y compris de l'élite, qui résonne pendant très longtemps avec un logiciel qui est complètement obsolète. Tu vois, un exemple classique, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui explique que ça a été une guerre de tranchées pendant si longtemps, qu'il y a eu autant de morts? C'est que les commandants, ils avaient été formés, les généraux, les capitaines, etc., ils avaient été formés à une époque où les charges de cavalerie pouvaient encore faire une différence. Et ils ont envoyé des millions de jeunes se faire faucher par des mitrailleuses dans le No Man's Land, parce qu'ils n'avaient pas intégré la disruption technologique de la mitrailleuse dans leur logiciel de pensée. Et ça a mis plusieurs années, 2-3 ans, avant qu'ils comprennent qu'il fallait changer les tactiques, qu'il y a eu l'apparition de technologies pour contrebalancer ça, le tank, etc. Et donc, du coup, c'est pas automatique, en fait. Et souvent, c'est dans la douleur, c'est quand tu vois, c'est pas que tu as anticipé la disruption technologique et que tu as mis à jour ton modèle, c'est que tu as vu trop souvent et trop longtemps que ton modèle ne fonctionne plus pour prédire ce qui va se passer, que tu es obligé de le changer. C'est ce qui s'est passé avec les gens dans la Première Guerre mondiale. Quand ils ont vu que ça faisait des millions de morts et que tu n'avançais pas d'un pouce ton terrain, il y en a certains, pas tous, qui ont commencé à se dire, mais c'est quoi ce bordel? Il faut qu'on change. Et sûrement qu'il y en avait qui continuaient à défendre l'ancien modèle, même quand ça a dû changer. Sûr. C'est ça la folie. Ouais. Ben oui, absolument. Donc, bien sûr qu'il y a eu des gens qui c'était des gens trop arc-boutés sur leur tradition. Et donc, on voit le même phénomène se produire ici. C'est pour ça que je pense que c'est que quand ça fera vraiment très mal qu'il y aura ce paradigme nouveau qui va être vraiment pris en compte. Et dans ce même rapport Henley, ce que je voulais aussi souligner, c'est que les pays qui font des choses favorables, eux, accueillent des millionnaires forcément. Et un pays qui n'est pas connu pour faire des choses très favorables en termes de fiscalité, l'Italie, qui a été le troisième pays qui a accueilli le plus ça, logique, au contraire. de millionnaires. Parce que c'est pas connu, mais ils le font. Ouais. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, l'Italie a un programme de lump sum tax qui est passé de 100 000 à 200 000 annuels. Donc, forcément, les gens qui vont regarder cette vidéo vont peut-être se dire 200 000, c'est énorme. Mais en fait, sur des gros patrimoines, des gens qui auraient payé bien plus de 200 000 euros d'impôts, ça vaut le coup pour eux de payer juste 200 000 euros. Après, il y a aussi d'autres programmes en fait en Italie quand on va dans certaines régions, dans le sud notamment, où il y a des abattements d'impôts. Et du coup, en donnant un terrain favorable en fait aux capitaux, ils ont attiré plein de richesses. Donc, ce que je veux dire aussi par là, c'est que tout n'est pas perdu. Non, mais exactement. Et que s'il y avait un changement de paradigme, ça peut aussi aller dans l'autre sens. Oui, même pour la France. Mais ça me paraît mal parti pour l'instant. Pour la France, alors déjà, il y a deux éléments. Il y a exactement ce que tu dis. Les États qui choisissent de taxer lourdement sont en compétition avec les États qui font exactement l'inverse. Devine qui gagne quand quelqu'un qui a de l'argent, qui est mobile, choisit où s'installer.
Surtout en plus quand c'est le pays voisin. Enfin, là, alors oui, là, pour le coup, l'Italie, alors surtout si tu vis dans le sud de la France, par exemple, Ouais. bon, bah, je veux dire, voilà, c'est sûr que tu as un climat top, une super bouffe, la Dolce Vita, tout ça, pas de problème. C'est pas, tu sais que tu es dans la civilisation et que tu vas bien vivre. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément super important, et ça, j'en parle dans mon livre, il y a une schizophrénie de plus en plus importante dans les États. C'est-à-dire que d'un côté, ils essaient de taxer leur population mobile le plus possible, mais de l'autre côté, ils déroulent le tapis rouge aux étrangers mobiles en leur proposant des conditions qui ne sont pas accessibles à leurs citoyens naturellement. Parce que Justement, dans le cadre de l'Italie, il me semble voilà, qu'il faut exactement. ne pas avoir été résident fiscal en Italie sur les 10 dernières années, si je dis pas de Quelque chose bêtises. comme ça. Et le nom d'homme au Grande-Bretagne, c'était la même chose. Même là, tu pouvais être britannique. Si tu étais britannique, en gros, tu ne pouvais pas y avoir accès parce que le concept, c'est qu'il fallait que ton domicile, alors dans leur tête, c'est où vivent tes parents. Bon, c'est comme ça, c'est un peu bizarre, c'est un truc qui date de très longtemps. Eh bien, si ton domicile n'est pas en Angleterre, c'est OK. Donc là, c'était même pas accessible aux Britanniques qui venaient de la Grande-Bretagne, tu vois. Et on a ça, alors le statut NHR au Portugal, même système. Il faut pas avoir été résident fiscal pendant au moins plusieurs années en arrière. Il me semble que c'est 5 ou 10 ans à vérifier. Et tu sais quoi, même en France, ça j'en ai pas parlé dans mon livre, mais en France, tu as un statut similaire qui s'appelle le statut d'impatrié. Et donc, tu as aussi plein d'avantages fiscaux. Ah, quand tu reviens, il me semble, il n'y a pas quelque chose comme ça aussi? Non, ça, c'est pas quand tu. Alors, ça peut fonctionner quand tu reviens, mais c'est dans des cas extrêmement. Mais à la base, c'est conçu pour attirer les étrangers Les mobiles. étrangers, ok. Il ne faut pas avoir été résident fiscal, il me semble, 7 ou 9 ans dans les 10 dernières années à vérifier les détails. Ok. Et en gros, tu as le droit à 30% d'abattement d'impôt. Tu n'as tout ton parc immobilier à l'extérieur de la France, tu n'as pas besoin de le déclarer. Et donc, tu ne payes pas d'impôt français dessus. Ton patrimoine extérieur également est en partie protégé. Donc, intéressant quand même. Ouais. France, enfer fiscal, mais pas pour tout le monde. D'ailleurs, récemment, les journaux en ont beaucoup parlé, des avantages fiscaux qu'ont les Qataris à investir en France, parce qu'avec le traité, en fait, en tant que Qatari, tu peux construire un empire immobilier en France qui est quasiment complètement défiscalisé. Grâce au traité, tu vois. Donc, quand les journalistes ont demandé à des représentants du gouvernement pourquoi ça a été négo comme ça, ils ont dit c'était pour attirer les investissements. Et ça marche. Mais tu vois que même en France, qui est quand même dans le top 3 des pays les plus taxés du monde chaque année depuis 1960, ils ont cette tentation et qu'ils ne peuvent pas être parfaitement équitables, en fait. Ça illustre bien ce que tu venais de dire, la schizophrénie. Mais du coup, alors, et tu vois, cette schizophrénie, d'un point de vue pragmatique, elle se comprend. C'est juste des États qui veulent maximiser leurs revenus sans trop se soucier de cohérence. Mais fondamentalement, ça mine quand même énormément leur légitimité parce que, mets-toi à la place d'un Français qui nous regarde, qui se fait tondre en France, et on lui dit, mais non, mais par contre, les Qataris, il n'y a pas de souci. La France, c'est un paradis fiscal pour toi. Si tu as un statut impatrié, en gros, il faudrait calculer, mais tu dois au moins être à 40% d'impôts en moins. Mais toi, en tant que Français de base, Tu payes. continue à être bien con, s'il te plaît. Et voilà. Mais du coup, tu vois, ce double discours, clairement, l'État ne veut pas que tu le saches. Okay, il fait tout pour que ça ne se sache pas trop. Et c'est vrai que le statut d'impatrié en France n'est pas très connu. Forcément, si tu pousses la logique jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Que dans des décennies, il n'y aura plus aucun intérêt dans son pays. Tout le monde. Enfin, en gros, les Portugais vivront en France, les Français. Bon, tu vois, je veux dire, si tu pousses la logique jusqu'au bout, c'est complètement absurde comme système, même si, d'un point de vue pragmatique à court terme, ça fait sens. Un autre phénomène que j'ai remarqué et qui se voit de plus en plus, c'est qu'il y a de plus en plus de Français ou même d'Occidentaux de manière générale qui s'expatrient avant de faire fortune. Parce que le phénomène habituel, on va dire, dans les décennies passées, c'était des gens qui avaient de l'argent, qui étaient asphyxiés par l'imposition et qui se barraient. Là, maintenant, les gens, comme ils savent que s'ils entreprennent en France, ils vont se faire tondre, ils partent directement. C'est aussi quelque chose que tu avais étudié avec ton livre, peut-être? Alors, j'avais pas étudié ça, mais je suis assez d'accord avec ça. Moi, personnellement, quand je suis parti, j'étais pas encore millionnaire, Ouais. donc j'apparais pas dans les stats, par exemple. Pareil. J'avais partagé quel était notamment le déclencheur de mon départ. Mais c'est sûr que j'avais déjà une entreprise qui tournait bien. Et que j'avais déjà cette mobilité. Donc, avant même d'être millionnaire, en fait, ça fait déjà sens. Et ça, c'est vraiment un point que j'aborde dans mon livre. C'est que plus la population devient mobile, plus le télétravail se démocratise, plus une partie de l'économie se numérise, et plus tu as une proportion importante de la population qui a cette mobilité et qui va être sensible à ce point de la courbe de l'affaire et qui va être susceptible de partir. Même des gens de la classe moyenne qui ont un télétravail
à temps complet. C'est tout à fait possible et je pense qu'on va vers ça. Et en fait, même pour quelqu'un qui aurait un salaire, je sais pas moi, de 4 000 à 5 000 € par exemple, s'il part dans un pays où il va pas être taxé parce que, ça taxe pas les salaires, notamment aux Émirats, enfin, il a un gain quand même qui est assez important en fait, qui fait sens, même sans être millionnaire. Absolument. Alors avec un bémol quand même, mais c'est qu'en général, quand tu, es salarié pour une boîte dans un autre pays, là, ça crée beaucoup, de problèmes pour la boîte qui t'embauche. Parce que déjà, ça crée un établissement stable dans le pays, ce qui peut donc te faire imposer à l'IS et tout ça, en fonction des conditions et puis il y a beaucoup Pour de la boîte, paperasse. tu veux dire? Après ça dépendra Pour de la boîte, ouais, ça absolument. dépendra de la taille de l'implantation. Si c'est juste un salarié, je pense que ça va être compliqué de faire un établissement stable. Bah, Ça dépend l'importance de ce salarié dans le risque est là. Bah, ouais. par contre, ce qui est possible de faire, et moi c'est ce que j'ai vu dans les gens que j'ai rencontrés, c'est que en fait, en tant que salarié, tu vas voir ton patron et tu dis: «Écoute, voilà, je te propose un deal, je vais partir à Dubaï par exemple, et je vais être freelance. Mmh. Donc je vais te facturer de ma boîte à Ouais. Dubaï, et moi ce que je te propose, c'est que je vais te facturer comme mon salaire avec les cotisations salariales et comme ça, moi je gagne les cotisations salariées et toi tu gagnes les cotisations patronales». Tu vois, c'est un bon deal. On Ouais. en avait parlé dans Ouais, la dernière ouais, vidéo. avec quelqu'un qui travaille pour un armateur ou quelque chose Oui, comme ça. exactement. Donc Ouais. moi, je suis tombé sur quelqu'un qui Grec. a un Canadien qui bosse pour un armateur grec et qui lui a proposé exactement ce deal et c'est vraiment un deal gagnant-gagnant parce que tout le monde est content. Tu pars à Dubaï, d'un seul coup, tu doubles au minimum ton salaire net, Ah, par rapport au fait de après rester après en impôt, Europe, ouais. et puis pour l'employeur, tu économises les cotisations patronales, ce qui peut faire, facilement un 20-30 % du salaire. Donc vraiment tout le monde est Tout le monde content. est gagnant, ouais. Ouais, et ça, c'est quelque chose de complètement envisageable. Du coup, la parade, française à l'exode, c'est, donc les exit tax et taxation sur la nationalité, probable un jour qui arrivera peut-être ou peut-être pas. Est-ce que tu as changé d'ailleurs ton opinion, là-dessus? On en Heu a parlé sur le dernier podcast. Oui, alors moi, dans le dernier podcast, je disais que moi j'avais étudié justement la possibilité que la France impose les citoyens sur leur nationalité en détail. Il y a, je sais pas, facilement une dizaine de pages dans le livre sur le sujet. Et puis je m'étais appuyé sur le rapport de l'Assemblée nationale de 2019 sur le sujet. Et je disais qu'en gros c'était compliqué, que le maximum qu'ils pourraient faire, ça serait une forme de taxation extrêmement légère et facile à défaire. Voilà, facile contre laquelle on peut se protéger. Quand tu regardes les propositions de loi qui sont déposées, c'est exactement ça, hein. Alors, le changement qu'il y a eu depuis, c'est qu'effectivement, l'amendement qui avait déjà été proposé en 2023 et 2024 a de nouveau été proposé, quasiment le même avec quelques petits changements. Et là, il n'a pas été voté à une voix près. Ça, c'est la grosse différence. Alors qu'avant, il n'avait même pas été proposé au vote, en fait. Donc là, tu vois que la situation est de plus en plus désespérée et ils vont chercher des Par tous les solutions. moyens, il faut qu'ils aillent chercher de l'argent et Exactement. Mais voilà, cet amendement à nouveau, c'est de la poudre de perlimpinpin parce que, en gros, ça s'applique pas, contre les pays, qui ont un traité fiscal, avec la France qui les protège. Alors par contre, ça s'appliquerait à Dubaï, il faut le savoir, parce que le traité ne protège que les citoyens émiratis. Donc là, ça pourrait tuer, Dubaï, comme, terre d'attraction pour les Français, ça c'est sûr. Hem Mais voilà, tu as quand même accès à quelque chose comme 125 pays, plus ça ne pourrait pas s'appliquer dans l'UE parce que ça contrevient à la liberté de circulation pour des l'instant. personnes et des capitaux. Oui, alors il faudrait que l'UE mette en place, mais ça, pareil, je n'y crois pas parce que pas dans un avenir proche, parce que, il faudrait une unanimité au niveau, fiscal et clairement ça c'est pas possible. Mais quand même, tu vois, je veux dire, c'est quand même, un signe que l'État est de plus en plus désespéré. Et tu l'as vu d'ailleurs, c'était le florilège de nouvelles taxes, d'inventions à droite à gauche, la Zuckman. taxe Zuckman, les machins, les trucs. Là, au moment où on est en train de tourner cette vidéo, il y a un nouveau truc qui est sorti, c'est qu'ils vont forcer les plus riches, enfin ils veulent, c'est une proposition de loi, hein, ils veulent forcer les plus riches à faire un emprunt sans intérêt, enfin un prêt sans intérêt à l'État, qui va, donc on espère les rembourser quelque chose comme 8 ans plus tard à vérifier. Donc voilà, enfin tu vois, de toute façon, la situation est désespérée et c'est que le début, ça va être de pire en pire. Donc clairement, plus vous attendez et plus vous risquez de vous, manger, des exit tax et des trucs Ouais. comme ça, Ou et on va vous mettre des bâtons dans les roues. ouais, ou des formes d'imposition où pendant 5 ans ou 10 ans après avoir quitté la France, vous Voilà, continuez à payer des ça se fait déjà dans certains pays européens. absolument, ouais. Donc des taxations limitées étendues, ils appellent ça. Voilà, par exemple, Portugal, Espagne, ils ont une liste noire de paradis fiscaux, les Émirats arabes en font En partie. fonction de là où tu t'expatries. Voilà, et si tu vas, en théorie, si tu es espagnol, tu as vécu en Espagne, et que tu vas à Dubaï, tu dois continuer à payer tes impôts pendant 5 ans, en Espagne. Après, ce que tu disais dans ton livre, c'est qu'ils ont du mal à le faire appliquer réellement une fois que la personne est partie. Si elle n'a pas pour idée de revenir,
Exactement. Tu peux voir, en gros, toutes les taxes comme ça extraterritoriales, c'est extrêmement difficile à contrôler. Tu peux le voir avec l'édit tax française qui avait été mis en place par le gouvernement Sarkozy juste avant l'élection de François Hollande. C'était censé rapporter 200 millions d'euros par an et ça a rapporté 15. Et donc, un des ministres de l'époque avait commenté en disant bah, c'est le problème de ces taxes, c'est symbolique, on les met en place, mais on ne sait pas contrôler derrière. Et puis à la taille d'un État, 15 millions, Oui, en gros, toute taxe qui fait moins de 200 millions par an est considérée comme faible rendement et en gros, c'est une candidate pour l'élimination. Et du coup, avec toutes ces taxes, donc sur l'exit tax et les potentielles taxes sur la nationalité, en fait, sur le fait d'être français, en fait, l'État français, il est en train d'admettre qu'il ne peut plus retenir ses citoyens autrement que par la coercition fiscale, finalement. Je ne sais pas si c'est une admission ou juste la continuation d'un logiciel dépassé, en fait. Je pense que c'est plutôt le deuxième cas. Parce que quand tu vois justement comment les députés à l'Assemblée réagissent contre... Effectivement, ils ont raison sur le constat. La situation financière et budgétaire de la France est catastrophique. Mais quand tu vois comment ils réagissent, tu vois des gens qui utilisent un logiciel des années 70 sans comprendre que le monde a changé. C'est comme si c'était des nobles à la perruque poudrée qui essayaient de comprendre le fonctionnement d'une usine. Tu vois, c'est la même chose. Il y a un basculement d'époque. Il y a un basculement d'incitation, il y a un basculement du pouvoir aussi. Il y a un contre-pouvoir très fort qui est en train de se créer avec le réseau. Et ils n'analysent pas la situation avec le bon angle, en fait. Du coup, forcément, les solutions proposées sont à côté de la plaque. Donc, c'est en partie un aveu, ou plutôt un symptôme, de l'obsolescence du logiciel des politiques et aussi de la population, il faut le dire. Et les propositions, c'est toujours plus de taxes, jamais des économies. Alors, c'est ça qui est incroyable. C'est fou. Mais c'est ça qui est dingue. Je veux dire, c'est fou. Je veux dire, il y a eu quelques mini-propositions miniatures voilà, pour réduire les dépenses, mais 95% de la bande passante, c'est sur le fait de taxer de manière supplémentaire. Et là, tu vois le mal français profond, et c'est pour ça que je ne suis pas optimiste sur l'avenir de la France dans les 10 à 20 prochaines années, parce que tu vois à quel point, malheureusement, c'est enraciné dans la culture et dans l'état d'esprit, et qu'ils ont vraiment un mal fou à se remettre en cause. Alors même que... je veux dire, on a d'autres États qui ont taillé dans leurs dépenses. Je pense notamment à Milei et l'Argentine, avec pour l'instant des résultats qui sont toujours exceptionnels. D'ailleurs, on avait commenté Milei donc, il y a 6 mois dans la vidéo. Pour l'instant, il faut le dire, ça continue à être excellent, ces résultats. Il a gagné, son parti a gagné les élections législatives, alors sans avoir la majorité absolue, mais quand même en étant le premier parti et en battant de loin le parti péroniste. Donc pour l'instant, ça continue bien l'Argentine. Peut-être qu'on fera des points de temps en temps comme ça, parce que c'est vrai que c'est un super laboratoire, l'Argentine. Un beau cas d'école. Ouais. Oui, absolument. Et aussi, il faut bien se rendre compte que ce qui s'est passé en Argentine il y a 70 ans, c'est ce qui est en train de se passer en France, sur bien des aspects. Ça, j'ai dit déjà plusieurs fois en vidéo, c'est que ça en prend le chemin, en fait. Absolument. C'est-à-dire une grosse puissance. L'Argentine, en début de siècle dernier, était la deuxième plus grosse puissance du monde. Économique. Pas militaire, ouais. Oui, mais effectivement, beaucoup de gens ne le savent pas, mais oui, c'était un pays riche. On disait « rich as an Argentine » en anglais, tu vois. Et puis l'Argentine, c'est le pays de l'argent. C'est pour ça que ça s'appelle Argentine. Et ça faisait autant rêver pour un immigré d'aller à New York que d'aller à Buenos Aires. À Buenos Aires, ouais. Où je suis jamais allé, mais où clairement tu vois les photos. J'ai passé pas mal de temps. Ouais, on dirait Paris, quoi. Ouais, t'as des arrondissements, t'as beaucoup d'architecture européenne. C'est très beau, très beau. Donc voilà, ce qu'il faudrait, c'est un Milei français. Il y a un parti milléiste qui s'est créé. Après, je le suis sur Twitter, je ne sais pas quelle est sa réalité politique sur le terrain, je ne pense pas énorme. Mais voilà, je ne suis pas optimiste parce que la population aussi, je pense que de tous les pays de l'OCDE, et j'ai vraiment beaucoup étudié ça pour mon livre, la population française est celle qui est la plus idéologue, la moins pragmatique et celle qui souffre le plus d'un manque d'éducation financière. C'est un petit peu ce que j'avais mis plus loin dans le podcast, en disant que la seule solution pour la France, finalement, c'est l'effondrement total et de repartir d'une feuille blanche, parce qu'en fait, le virage qu'il faudrait prendre pour que la France se remette dans le droit chemin, il est inentendable pour la grosse partie du pays, en fait. Bah oui, exactement. Je suis désolé de le dire, mais on a les politiciens qu'on mérite. Au bout d'un moment, ils ne sont pas arrivés au pouvoir tout seuls. Donc, c'est bien qu'il y a des gens qui votent pour eux. Et pour l'instant, il faut le dire, les Français récompensent ceux qui leur disent exactement ce qu'ils veulent entendre, plutôt que ceux qui leur disent la vérité, ce qu'il faudrait faire. Donc, tant que c'est comme ça, il n'y a pas de solution miracle possible.
Donc, il faut s'attendre à payer plus, avoir moins, rognement progressif de l'État-providence qu'on est déjà en train de voir, augmentation des taxes, augmentation des bâtons dans les roues, etc. etc. Et tout le monde va pouvoir constater une dégradation des services, et pas seulement de la santé, de la sécurité, etc., etc. Ce qu'on est déjà en train de voir finalement. Et potentiellement un jour devenir un pays pauvre, carrément. Oui, oui, alors pas au niveau des pays les plus pauvres, c'est évident, mais oui, il y aura un déclassement. On verra la Pologne passer devant, l'Indonésie et d'autres pays surprenants. Et je pense que ce qui pourrait faire l'électrochoc, c'est, on en avait parlé, il y a vraiment un risque au niveau de la zone euro parce que euh, là, le problème de la France par rapport à un pays comme les États-Unis, qui est aussi extrêmement endetté, hein, la situation des États-Unis est plus brillante sur le point économique, mais au niveau budgétaire, c'est aussi une cata. C'est que les États-Unis peuvent imprimer du dollar comme ils veulent, alors que la France, ce n'est pas le cas. Ils sont limités, c'est la BCE qui choisit ça. Mais clairement, la France est too big to fail, mais elle est aussi too big to save. C'est ça le problème. Donc, probablement, ce qui va se passer, parce qu'au bout d'un moment, c'est clair que les marchés vont commencer à faire payer de plus en plus cher les taux d'intérêt de l'emprunt à la France, alors que c'est déjà à vérifier le 3e poste de dépense aujourd'hui dans le budget. On a dépassé 60 milliards, un truc comme ça. Ça risque de devenir le premier poste de budget, donc devant l'armée, l'éducation et tout ça. Et au bout d'un moment, la France ne pourra plus payer. Donc, qu'est-ce que fait un pays dans ces cas-là? C'est qu'il crée de la monnaie. D'habitude, ils impriment, mais pour rembourser en monnaie de 5. Elle n'a pas la souveraineté sur sa monnaie. Elle imprime la monnaie de pays africains, mais sur sa propre monnaie. Ça, c'est aussi un paradoxe français. Oui, donc ce qui risque de se passer, c'est que la BCE va intervenir. Ils vont imprimer de l'argent pour la France, mais ça, du coup, les pays du Nord, ça veut dire que ça va créer une inflation au niveau de la zone euro. Les pays du Nord, ils vont râler parce qu'ils vont dire, mais attendez, nous, on va payer les pots cassés avec une inflation qui ne nous concerne pas parce qu'il y a un pays qui a pas été rigoureux, alors que nous, on l'a été. Pourquoi on paierait pour eux? Et du coup, je pense qu'en contrepartie, la BCE imposera des mesures d'austérité importantes. Il y a même des gens, là, en septembre, qui parlaient, des politiciens et tout ça, hein, je veux dire, pas n'importe qui parlaient de la possible mise sous tutelle du FMI. Peut-être que ça peut arriver, ou celle de la BCE ou celle de l'UE. Ça, je pense, ça pourrait être un électrochoc qui montrerait aux Français que c'est l'humiliation, en fait, tu vois, et que du coup, l'ancien logiciel ne marche plus et qu'il faut se réveiller. Il faudrait un truc comme ça, plus vraiment des mauvaises conditions économiques, mais ça va peut-être arriver dans 10, 20 ans. Ça peut être très long, en fait. Bah, c'est ça le problème. Quand tu vois l'Argentine, c'est exactement, oui, c'est ça a mis très longtemps avant vraiment d'arriver au sol. Bah oui, donc et 10-20 ans, c'est peut-être même optimiste. Ouais, ça peut être 70 ans. Ça peut être 70 ans. C'est ce qui se passait avec l'Argentine. Exactement. Donc, ouais, voilà, c'est pas très joyeux ce début de podcast. Non, mais je veux dire, il faut dire les choses, tu vois, aussi. Et donc, c'est pour ça que je pense déjà que tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays, mais que aussi, plus vous attendez et plus vous allez être entraîné là-dedans. C'est comme un Titanic, voir le Titanic couler très lentement et de ne pas choisir de prendre une chaloupe, quoi. Au bout d'un moment, vous avez de moins en moins de choses qui fonctionnent et puis un jour, vous vous retrouvez dans l'eau. Y a-t-il encore un avenir pour ceux qui veulent entreprendre en France? Bah oui, quand même. Je veux dire, bon, il y a quand même plus d'opportunités que dans d'autres pays. Tu vois, par exemple, des pays d'Afrique très pauvres ou autres, tu vois. Mais avec l'avènement des technologies, d'Internet, non, mais c'est ça. La disruption d'Internet. Bah, après, voilà, quand tu as un business web, déjà, franchement, il y a vraiment zéro intérêt rationnel à rester en France. Genre, on avait parlé dans la dernière vidéo, il y a des raisons émotionnelles. Tu veux vouloir rester près de ta famille, etc. Tu vois, bon, Éric Larchevêque, je discutais avec lui. Lui, bah, il s'est expatrié parce qu'il en avait marre aussi de la France dans les années 2000. Puis il est revenu parce qu'il a dit que ça lui manquait le fromage et la baguette. Toi. Bon, ok. Lui, il a un c'est un fromage et une baguette qui vont lui coûter cher. Hein. Bah, c'est sûr. Après, voilà, il s'est dit j'ai un patrimoine suffisant, j'ai plus besoin de m'emmerder avec ça. Ça se comprend aussi, tu vois. Mais oui, lui, c'est pas rationnel, c'est clairement émotionnel. Et si tu es un jeune entrepreneur ambitieux, si tu es dans le digital, la France, c'est sûrement un des pires pays où commencer ton entreprise. Bah oui, si tu démarres en France ou que tu restes en France, c'est comme si tu courais un marathon avec un boulet de 20 kilos, quoi. Tu peux, mais tu vois pas le désavantage par rapport à ceux qui ont pas de boulet. C'est bon. Du coup, je vais reprendre le podcast là où on en était, sur le cours que j'avais prévu. Donc, on en était à parler de toutes les taxes et également de la possibilité de taxer sur la nationalité avec le fait que ça revienne quasi tous les ans maintenant et qu'à chaque fois, ça s'approche à être de plus en plus proche d'être voté, on va dire. Est-ce que tu penses que les Français renonceraient en masse à leur passeport si ça se passait, enfin du moins les Français qui sont déjà expatriés? Bah alors, si c'est cet amendement-là qui passe, je ne pense pas parce que c'est extrêmement faible à nouveau.
Par contre, ça tuerait Dubaï, clairement. Ça tuerait des destinations qui n'auraient pas de convention ou alors qui, Oui. qui se mettraient rapidement à en faire une ou à la modifier. Ouais, le problème, les Émirats ont une convention avec la France, Ouais, mais c'est juste qu'elle ne protège pas le elle ne français. protège pas les non-citoyens émiratis. Et comme c'est quand même pas facile de choper la citoyenneté émiratie, Gérard Depardieu l'a eu, Pavel Durov aussi, mais c'est parce qu'ils sont méga connus, tu vois. Depardieu, il est russe. Il est russe, ouais. déjà. Et je crois qu'il avait dit qu'il voulait avoir 7 passeports, un truc comme ça. Pavel Durov, il est russe, français aussi. Et il a le passeport de Saint-Kitts, il me semble, ou d'une des îles caribéennes, et aussi celle des Émirats arabes, parce qu'il a décidé de mettre Telegram sur place. Tu vois. Mais donc, ça, c'est pas accessible au plus grand nombre. Là, clairement, admettons que l'amendement soit voté l'année prochaine, ce qui est une possibilité, soyons clairs, il y a en fait ce que feraient les Français de Dubaï qui seraient concernés, c'est-à-dire les gens qui ont vécu au moins 7 ans dans les 10 dernières années en étant en résident fiscal français. Moi, par exemple, je ne serais pas concerné. Eh bien, ils partiraient ailleurs, tout simplement. Enfin, je veux dire, là, c'est ça qui est stupide, en fait. C'est que ça ne va pas faire rentrer les Français, ça ne va pas les faire payer. Si les mecs se sont barrés à Dubaï, ils sont prêts à se barrer ailleurs. C'est ça que les gens comprennent. C'est vraiment, c'est symbolique. À la limite, c'est pour plaire à ta base qui n'est pas éduquée, tu vois. Mais concrètement, ça aura un impact de quasiment rien. Ça sera comme les Tic Tacs en France, ça va rapporter des clopinettes. Par contre, oui, ça va faire chier les gens. À la limite, ça pourrait être un objectif politique, tu vois, de dire au moins les gens qui se barrent à Dubaï, voilà, ils vont plus faire les malins, tu vois. Mais là, les mecs de Dubaï, ils vont partir en Italie, au Portugal, à Chypre. En Thaïlande et tout ça, tu vois. Et il pourrait aussi commencer à demander à ce qu'il y ait une sorte de déclaration annuelle pour les Français étrangers, les Français résidant à l'étranger, comme c'est le cas par exemple pour les Américains qui doivent faire des déclarations tous les ans. Il pourrait imposer des lourdeurs administratives en fait aux Oui, Français. c'est pas prévu pour le moment, Ouais. mais c'est une pourquoi pas. possibilité. Ouais. Oui, et donc la manière de enforce le truc, ça serait que c'est quand tu veux renouveler ton passeport, ils te disent mais attendez monsieur, sur les 3 dernières années, vous n'avez pas rempli votre déclaration, on ne peut pas vous renouveler votre passeport, tu vois. Donc ça, c'est une vraie possibilité. Après, voilà, le fait de déclarer, du coup, déjà, il y a peut-être des gens qui vont oublier des trucs dans leur déclaration. Encore une fois, comment tu contrôles quand la personne est à l'extérieur? Les échanges automatiques d'informations, c'est vers le pays de résidence, pas le pays de nationalité. Donc la France ne serait pas au courant de tous les comptes et tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont oublier vraiment malencontreusement de tout déclarer. Ça va fonctionner pour faire chier les gens, mais ça va pas fonctionner pour vraiment rapatrier de l'argent, savoir où est le patrimoine et tout ça. Ok, et toi tu penses pas du coup que ça déclencherait des vagues de personnes qui... Ça va déclencher, mais... Comme c'est le cas aux États-Unis quand même, il y a quand même une montée. Oui, il y a, tout à fait. Il y a énormément de gens là qui renoncent à leur nationalité américaine. Oui, mais tu vois, justement, c'est intéressant d'étudier ce qui s'est passé aux États-Unis parce qu'avant que le FATCA soit mis en place, il n'y avait pas beaucoup de gens qui renonçaient à leur nationalité parce que c'était très théorique. Et dans les faits, la plupart des Américains soit gregeaient, soit n'étaient même pas au courant de leurs obligations. C'est quand le FATCA, donc c'est-à-dire que quand les États-Unis ont forcé les banques à envoyer les infos de tous les Américains aux États-Unis, que là, du coup, il y a plein d'Américains qui se sont rendus compte que il fallait qu'ils continuent à déclarer à l'IRS tous les ans et que les gens qui trichaient, ou pas forcément qui trichaient, mais il y a des Américains qui ont dit mais c'est quoi ce pays? Ça fait peut-être 20 ans que je suis parti, pourquoi ils continuent à m'emmerder? Certains Ils n'y ont ont renoncé. jamais vécu. Absolument, oui. Alors, il y a les Américains accidentels aussi. Mais effectivement, il y a eu là, ça tu le vois clairement, je montre le schéma dans mon livre, il y a eu une explosion du nombre de renonciations au passeport, pas au passeport, à la nationalité américaine, et ça continue. Clairement, il n'y a pas eu... mais c'est pareil, tu vois, si cet amendement-là, tel qu'il a été proposé et voté, la friction sera minimale. Pour l'instant. Oui, on est quand même complètement. spécialiste du changement de règles. Oui. Non, mais c'est toujours pareil. C'est comme la CGS-CRDS. Ouais. C'était temporaire il y a 30 ans. Et au début, c'était tout minuscule. Et puis, ça augmente régulièrement. Puis aujourd'hui, je ne sais plus, c'est 8%. Les deux, il faut à vérifier. Mais voilà, donc c'est les trucs temporaires et petits, ça reste jamais temporaire. Enfin, c'est souvent pas temporaire et ça reste pas souvent petit, tu vois. Donc, c'est tout à fait possible. Mais après, est-ce qu'il y a des gens qui aiment tellement Dubaï qui seraient prêts à renoncer à leur nationalité française? Peut-être. Mais je ne pense pas que ce sera la majorité, sans compter que aussi la plupart d'entre eux n'ont pas d'autre nationalité. Ça, c'était justement le point suivant du podcast. C'est Ouais. pour pouvoir renoncer, il faut avoir un plan B. Il faut déjà avoir tu peux pas être apatride, c'est impossible aujourd'hui. Tu peux pas vivre dans la société actuelle. Tu peux pas prendre l'avion, tu peux pas ouvrir de compte en banque, tu peux rien faire si t'es apatride. Est-ce que tu penses que dans ce monde et avec ces incertitudes, avoir un plan B, avoir un second passeport ou même plusieurs autres passeports est devenu une nécessité? Je pense pas que c'est une nécessité pour la plupart des expatriés, mais c'est une bonne assurance à avoir si vous avez les moyens. Voilà. Disons que voilà, si tu fais 100 000 € par an, c'est quand même cher, tu vois. Alors ça dépend comment tu l'obtiens.
Si tu l'obtiens parce que ton père ou ton grand-père est espagnol ou irlandais, oui, ok, vas-y, pas de problème. Aussi Donc, parce que par tu as la résidé dans un pays pendant 5 ans. Il y a beaucoup de pays oui, d'Amérique latine ça où fait sens. tu Ouais. restes entre 2 et 5 ans et tu peux avoir le passeport du pays. Donc Voilà, là, pourquoi clairement, pas. quand vous avez l'opportunité, il faut le demander. Tu peux pas savoir le nombre de gens Ouais. que j'ai convaincu de demander un passeport. Ils y avaient droit, ils l'avaient pas fait. Moi, je comprends pas la logique. En fait, sauf si ça vient avec des inconvénients. Alors, ça peut être le cas si, par exemple, tu as un service militaire obligatoire, ce genre de choses. Mais de manière générale, c'est vraiment un no-brainer. Si tu as la possibilité de demander un passeport, il faut le demander. Mais c'est incroyable le nombre de gens qui n'ont pas le réflexe. Donc ça, c'est clair qu'il faut le faire. Après, sur le fait d'acheter un passeport, on parle bien d'achat légal et pas de corruption. Hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers le monde, il y a une quinzaine de pays qui proposent en fait. En augmentation d'ailleurs. Oui, c'est en augmentation. Mais On arrive. Ah bah on y arrive, ok. Tu me Non, mais précèdes. ça va dans le sens de mon livre, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a vraiment un marché de juridiction qui se bat pour attirer les gens les plus mobiles et ça inclut la nationalité aujourd'hui. Et donc, voilà, le moins cher aujourd'hui vaut 80 000 $, mais c'est un passeport africain. Donc bon, le problème c'est que... En mobilité, c'est pas terrible. Après, je tiens toujours à dire qu'un passeport africain plus un visa Schengen, par exemple Latvia, pour 50 000 €, tu as investi, tu peux avoir un Schengen et donc le droit de vivre partout, et d'avoir accès partout en Union européenne. Bah, tu te retrouves avec un passeport qui tient la route finalement. En fait, quand tu as un sticker Schengen dans un passeport africain, c'est OK. Faut voir ça aussi comme ça. Et comme ça te permet de payer beaucoup moins cher parce que c'est vrai que 80 000, donc c'est le moins cher des passeports qu'on peut acheter légalement par un programme de citoyenneté par investissement. Mais sinon, les passeports qui sont habituellement achetés dans ce cadre, c'est dans les Caraïbes. Et là, on est passé à 250 maintenant. Parce que 200 000 plus les frais, ouais, ça c'est l'UE qui a fait pression sur ces pays-là pour qu'ils augmentent leurs tarifs. Ça c'est intéressant aussi parce qu'on voit aussi une guerre qui est en train de se faire finalement entre les institutions telles que l'UE qui clairement ont encore un logiciel des années 70 et qui essaient de préserver leur établi et qui se battent vraiment concrètement contre le marché émergent qui est en train de naître tout simplement. Donc voilà, si vous pouvez avoir un passeport, allez-y. Si ça va vous ruiner, ne le faites pas. Hein. Clairement, voilà, ça vaut pas le coup. Si la seule possibilité pour vous, c'est d'investir, c'est d'acheter un passeport, il faut que ça fasse sens par rapport à votre patrimoine. Donc, on va dire, je sais pas, il faudrait que maximum, le passeport vous coûte 10% de votre patrimoine, je pense, quelque chose comme ça. À moins que vraiment, vous soyez en train de vous défendre dans un scénario extrêmement précis qui vous touche. Mais sinon, il ne faut pas non plus tomber dans la parano, quoi. Et tu viens de le dire, il y a une explosion en fait du marché du CBI, Citizenship by Investment. On est l'année 2025, c'est l'année où il y a eu le plus de nouveaux programmes qui ont été lancés entre Nauru, Sierra Leone. Il y a eu également Sao Tomé et Principe. Donc voilà, il y a pas mal de pays qui vont commencer à lancer la possibilité d'acheter la citoyenneté du pays. Qu'est-ce que tu penses de cette émergence et d'ailleurs cette émergence très africaine cette année? Qui comprennent. Ouais, qui comprennent. Se réveille, ouais. Clairement, ça va exactement dans le sens de ce que j'ai dans le livre, c'est que tu as un marché de juridictions qui se battent pour attirer les talents mobiles et la citoyenneté, ça fait partie des besoins d'une partie de cette population mobile. À partir du moment où tu as une demande, il y a une offre qui se met en place, obligatoirement, dans un marché libre. Hein. Et donc, ça, c'est aussi, ça participe à un mouvement plus général qui est la disruption des États-nations parce qu'en fait, la nationalité devient de moins en moins sacrée. Et d'ailleurs, le fait de vendre la nationalité, c'est une hérésie pour beaucoup de nationalistes et aussi pour les institutions qui fonctionnent avec le logiciel ancien, comme l'UE, parce que c'est quelque chose de sacré. Et tu ne vends pas quelque chose de sacré. Là, tu es le marchand dans le temple, en fait, quand tu fais ça. Tu es en train de marchandiser un élément sacré. Donc, faut que tu sois Jésus, si tu es quelqu'un de vertueux, et que tu ailles chasser les marchands du temple. C'est un peu ça, la posture des nationalistes, parce qu'il faut quand même rappeler que l'État-nation a remplacé la religion traditionnelle par la religion d'État. Hein. L'État, c'est Dieu. La Constitution, c'est le texte sacré. Les fonctionnaires, ce sont les prêtres. Il y a les rituels laïques, etc., la fête du 14 juillet, etc. Donc, voilà, c'est tout. L'État, le nationalisme dans l'État-nation, c'est une forme de religion et beaucoup de gens le vivent comme ça, en fait, même si c'est jamais dit, même si c'est jamais pensé, mais c'est ça, en fait, le parallèle est clair. Donc, il y a des gens que ça choque profondément.
Comme si tu avais dit une hérésie au Moyen-Âge, ça aurait pu choquer un chrétien, tu vois. Ou que si tu avais dit je suis protestant, tu aurais choqué un catholique au XVIe siècle. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, l'histoire n'est jamais arrêtée par les gens choqués. C'est pas. Alors, par contre, ça crée des mouvements de résistance, hein, ça c'est clair. Ça peut même créer des guerres. Hein. Les guerres entre les catholiques et les protestants, ça fait des millions de morts. Ça a été une catastrophe. Mais c'est pas ça qui arrête un mouvement fondamentalement. Et au contraire, ça annonce plutôt une nouvelle époque, en fait. Et donc, ça m'étonne pas qu'en fait, il y en a de plus en plus, parce que c'est logique, en fait. Pour un pays pauvre, qui n'a pas beaucoup de sources de revenus, c'est une nouvelle source de revenus magique qui sort de nulle part. Et en plus, les gens qui achètent ça, la plupart du temps, c'est des millionnaires, multimillionnaires. Enfin, c'est bon pour un pays d'accueillir aussi ce type de profil. Bah oui, tout à fait. Donc, je veux dire, il y a zéro inconvénient en interne. Ok, c'est ça qui est dingue, c'est que ça leur crée une nouvelle source de revenus magique. Mais vraiment, ça tombe du ciel, le truc. De toute façon, leur nationalité, personne n'en veut de manière normale, tu vois. Et puis voilà, ça attire des talents, ça fait parler d'eux. Le seul inconvénient, c'est qu'effectivement, ça déplaît à certains pays, ça déplaît à certains blocs, et que là, ils peuvent subir des pressions. Ça s'est vu avec les îles caribéennes. Mais il faut noter que si l'UE a réussi à faire pression sur les îles caribéennes et à faire doubler leur prix, c'est parce qu'ils ont un accès sans visa à l'UE. Schengen, ouais. Voilà, il n'y a pas besoin d'un visa pour aller pour Moi, par exemple, j'ai le passeport d'Antigua. Si jamais je renonçais à mon passeport français, je pourrais aller en Europe en tant que touriste, sans visa. Et par contre, les pays africains n'ont pas d'accès sans visa à l'UE. Donc, déjà, il n'y a pas de moyen de pression. Niveau pression, ça va être compliqué, ouais. Voilà, alors ils ont quand même de la pression parce qu'ils peuvent dire on vous enlève les aides, ils peuvent mettre la pression d'autres manières, mais ils ont moins d'effet de levier. Mm-hmm. Ça s'est vu avec la Turquie aussi. Et pareil, les États-Unis aussi ont mis un peu la pression aux pays caribéens de manière plus cool quand même. Ils sont plus open sur le sujet. Mais voilà, pareil, il n'y a pas d'accès sans visa aux États-Unis avec les. Donc ils ont aussi moins d'effet de levier. Le Botswana avait un accès UK et dès qu'ils ont annoncé ça a sauté dans la semaine. Ouais. Ok, tu vois, intéressant. Donc pareil, Vanuatu, ça a sauté, l'accès à l'UE. Mais bon, eux, il faut dire que c'est un peu les cow-boys du milieu. Du marché de la citoyenneté par investissement, Vanuatu, ça a toujours été historiquement le pays qui faisait pas trop de checks, on va dire, sur ceux qui allaient investir là-bas. Alors que des programmes dans les Caraïbes, comme tu as fait, Sainte-Lucia, etc., c'est des listes, c'est bien long le process. Vérifie que tu n'es vraiment pas un criminel, que tu n'es pas un terroriste, ils te checkent sur Interpol. De toute façon, c'est fini. Dans cette zone-là, il n'y a plus de criminels qui obtiennent les passeports, et ceux qui en ont obtenu et qui ils se font retirer leur passeport. Alors, pour Antigua, moi j'avais eu les conditions. Si tu te fais accuser, si tu es condamné pour un crime, alors il me semble qu'il y a plusieurs années de prison. Mm-hmm. Si tu te fais condamner pour un crime grave, en fait, dans les 5 ans qui suivent l'obtention du passeport, il te l'enlève. Après 5 ans, c'est acquis quand même. Okay. Voilà, donc il faut le savoir parce que c'est logique aussi, parce que si tu te dis, OK, dans 20 ans, on peut me condamner pour un truc et je perds mon passeport, ils perdent aussi des clients, tu vois. Donc il faut trouver un équilibre. Je pense qu'ils ont trouvé un bon équilibre parce que c'est le problème du Vanuatu, c'est que tout le monde, on le sait, tu peux l'avoir en 3 mois le passeport, mais justement, c'est parce qu'il n'y a pas assez de checks. Il y a pas assez de checks. Vous pouvez l'acheter en crypto. Ouais, donc bon. Là, ils viennent d'annoncer justement cette semaine qu'ils durcissaient leur check, justement, avant de. Mais après, voilà, dans un marché libre, il y a un marché pour des passeports rapides où il n'y a pas trop de checks. Il y a un marché pour des passeports plus sérieux où on vérifie que tu es quelqu'un de bien, sous tout rapport, etc. Il y a des marchés pour des passeports à plus d'1 million. Il y a tout, en fait. C'est un marché libre. Et c'est que le début, parce que justement, en fait, comme c'est pas intégré dans le logiciel de la plupart des politiciens, ils ont même pas l'idée, en fait. Mais là, par exemple, Milei, qui est c'est logique que ça soit dans son logiciel de libertarien, il a annoncé possiblement qu'il allait avoir un passeport probablement, la possibilité d'acquérir la citoyenneté argentine avait probablement à $500 000, ce qui honnêtement les vaudrait, je pense. Ouais. Après, il faut voir sous quelle forme. Moi, je suis assez intéressé, je regarde ça de très très près. Est-ce que ça va être comme en Turquie, un investissement Alors, je crois qu'il a déjà écarté la partie immobilière. Faut dire que la Turquie, c'est un no-brainer, le truc. Ouais. Je comprends même pas. Moi, je l'ai dit sur la chaîne, je l'ai fait le passeport turc. Et en parlant d'ailleurs de tchèque, là, c'était très simple, la Turquie. C'est assez contradictoire parce que c'est un gros pays. On se dirait qu'ils vont vraiment ausculter qui va obtenir le passeport ou pas. Oui, mais toi, tu n'es pas un criminel, je veux dire. Y a pas oui, non, mais les documents requis, si on compare avec Sainte-Lucie, par exemple, c'est 1/10. Ah ouais, wow. C'est que dalle. D'accord. Mais ouais, donc il est possible qu'il propose, en investissant $500 000 en Argentine, d'obtenir le passeport argentin. Et là, pour le coup, ça m'intéresse. Mais il y a un mais. C'est qu'il est aussi en train de négocier l'accès sans visa pour les États-Unis et je ne pense pas qu'il peut avoir les deux en même temps. Non.
Ou alors, je pense que le plus malin pour lui, ça serait de dire, écoutez, les gens qu'on va naturaliser de cette manière, ils n'ont pas l'accès visa-free. Oui, ou alors peut-être une naturalisation, un process un petit peu plus long. C'est ce que fait un peu la Turquie d'une certaine manière, et je pense que, bon, il y a déjà sa taille du pays, la Turquie, mais il y a aussi le fait que quand tu deviens turc, tu passes d'abord par la case résident, en fait. C'est pas, t'obtiens pas directement un passeport, tu deviens d'abord résident et ensuite, tu as la carte d'identité et le passeport. Donc peut-être qu'ils vont faire un process en 2 étapes, parce qu'actuellement, le passeport argentin, c'est un des plus rapides au monde à obtenir, hein. Sur le papier, Mais c'est c'est en train de changer. 2 ans de résidence. Ah, oui, c'est en train de changer, Alors, mais parce que historiquement, ça a été 2 ans. 2 ans, exactement, ultra rapide. Et on pouvait même demander avant. Oui, 2 ans pour faire la demande, mais après, ça prend du temps pour obtenir. On pouvait demander même avant. Il y a des cas où notamment beaucoup de Russes ont obtenu le passeport argentin en 1 an et demi à peu près. Et ce que je voulais dire par là, c'est que possiblement, ça peut être conditionné. Donc, un investissement dans l'économie argentine, plus 2 ans de résidence, avec un passage peut-être d'1 mois ou quelque chose comme ça. Donc, ils peuvent faire quelque chose où la personne devient... Oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire, ça légitimise un peu le process, et c'est vraiment quelqu'un qui a été résident en Argentine, et donc il a été naturalisé proprement. Il est arrivé avec des grosses liasses de billets, il a acheté le passeport. Parce que ça, c'est ce que n'aiment pas les pays de manière générale qui veulent faire pression. Ouais. C'est une manière de les apaiser, effectivement, Ouais. même si ça restera symbolique. Mais par exemple, les États-Unis, par exemple, Grenade te permet d'avoir accès au visa investisseur, qui n'est pas dans d'autres pays, mais ils te disent. Le B5 aux États-Unis? Et il me semble, ouais, quelque chose comme ça. Alors, ils ont accès, en fait, les citoyens de Grenade ou d'une des autres îles caribéennes, d'accord, ont accès à un visa intéressant, spécifique pour les Américains, enfin pour les États-Unis, mais les Américains ont négo en disant, écoutez, on n'aime pas votre programme de CBI, mais bon, on va vous laisser le faire. Simplement, maintenant, on veut que la personne ait vécu au moins 3 ans sur votre territoire pour y accéder. Ok. Ça fait sens à la limite, tu vois. Bon, c'est pas gênant. Donc, peut-être que Milly arrivera à négocier. Mais tu vois, il est quand même en train de serrer la vis sur justement cette obtention gratuite, facile du passeport, parce que c'est logique s'ils veulent vendre. Donc là, en fait, ils ont dit, tu n'as plus le droit de sortir du tout du territoire pendant les 2 ans. Et peut-être même qu'ils vont augmenter la durée de la naturalisation. Pour ceux qui veulent l'obtenir de façon en naturalisation classique, c'est-à-dire en vivant dans le pays. Et c'est le cas de beaucoup de pays de cette zone, en fait, où simplement en vivant dans le pays, on peut obtenir un passeport. Et les passeports de cette zone d'Amérique latine sont plutôt bons, hein. Ils ont, excellent, le ouais. passeport argentin. Le passeport argentin, là, pour le coup, c'est un très, très, très bon oui, passeport. Et déjà, tu as accès à l'UE sans visa. Je ne sais pas si l'UE oserait enlever ça, alors que l'Argentine, c'est quand même un pays, c'est pas un petit pays, tu vois, c'est même pas une petite île, peut-être, peut-être pas. Mais surtout, ça te donne accès au Mercosur, et ça, c'est génial. En fait, le Mercosur, c'est une mini-UE pour l'Amérique latine, et ça te permet, en fait, comme dans l'UE, d'aller vivre et travailler quasiment sans paperasse d'un pays à l'autre. Donc, il y a notamment, il y a l'Argentine, le Brésil, et puis d'autres pays à vérifier, mais une bonne partie de l'Amérique du Sud, ouais. On passe au sujet suivant. C'est un sujet qui te tient à cœur. Tu en parlais dans tes prédictions. C'est la censure, en fait, l'arme ultime des États qui sont en échec. Et tu en as parlé dernièrement, notamment avec le cas du Népal. Donc, quand un État perd le contrôle, et donc pour le Népal, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont coupé Oui, c'est très intéressant. les réseaux sociaux. Et donc, en fait, le Népal. Oui, alors la censure comme arme ultime, en tout cas, c'est ce que je dis dans mon livre, en fait, les États vont avoir le choix entre 2 grandes voies. La voie de changer de paradigme et considérer leurs résidents comme des clients plutôt que des contribuables. Donc, en France, tu peux te lever de bonne heure, ça va prendre des décennies. C'est pas encore le cas. Ou alors la voie de la glissement vers le modèle chinois, avec une surveillance de plus en plus importante de la population, et effectivement une censure. Et on le voit d'ailleurs dans l'UE avec le chat contrôle et tout ça. Mais donc le Népal, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a dit « Hey, voilà, toutes les plateformes Internet majeures, donc il y en avait 26, hein, donc YouTube, Facebook, etc., vous devez vous enregistrer chez nous et désigner un représentant local pour être en conformité. » Bon, ce qu'ils voulaient, c'était contrôler plus facilement, pouvoir censurer à volonté. En gros, ce qui s'est passé, c'est que notamment sur TikTok, mais pas que, il y a une partie de la population qui a commencé à grogner contre les élites, à montrer les avantages qu'ils avaient, etc. Et donc, le gouvernement a voulu voyait aussi contrôler. les enfants des élites. Absolument. Qui voyageaient en jet privé pendant que... Le peuple était dans la misère. Donc, ils ont voulu contrôler. Ça, c'est le réflexe classique de l'État. Et donc, ils ont dit, si pour toutes les plateformes qui ne s'enregistrent pas à telle date, on vous coupe tout. Résultat, devine combien de plateformes se sont enregistrées?
Je pense zéro. Zéro. Je pense que la plupart n'étaient même pas au courant d'ailleurs. C'est ça le truc, c'est que c'est un petit État. Tout le monde s'en fout. Je suis désolé, hein, les Népalais, mais dans Mark Zuckerberg, je pense qu'il n'a jamais entendu parler de la demande du gouvernement népalais, quoi. Ah oui. Donc, puis, de toute façon, c'est un petit pays, c'est une économie toute petite pour eux, ça n'a aucun intérêt de se plier à ça. Et donc, ils ont coupé, du coup, l'État népalais a coupé du jour au lendemain les 26 plateformes. Donc, il n'y avait plus de WhatsApp, plus de Facebook, plus de YouTube, plus rien, quoi. Plus de TikTok, plus de ça. Du coup, ça a fait quoi? Est-ce que du coup, la population a été magiquement contrôlée et arrêtée de... Bah non, pas du tout. Là, il y a eu une énorme révolte, en fait. Manifestation et tout ça. Mais je veux dire, ça a été violent. Il y a eu des morts, des dizaines de morts. Et ils ont mis le feu au Parlement. Et en gros, ils ont renversé le gouvernement. Le peuple a renversé le gouvernement au Népal. Et d'ailleurs, au début même des manifs, parce là, le gouvernement a vu que c'était chaud, ils ont arrêté les coupures. Ça n'a pas coupé la manifestation, ça a continué. Puis voilà, donc le gouvernement a été renversé. Et première fois de l'histoire, la nouvelle première ministre a été élue sur Discord. Incroyable quand même, mais il y avait des centaines de milliers de participants aux manifs qui étaient sur un serveur Discord et qui ont élu la première ministre, qui a été acceptée par l'armée. Et du coup, voilà, c'est elle qui dirige le gouvernement actuellement. Probablement un gouvernement de transition, mais tout ça. Mais c'est intéressant. Et donc, tu vois, c'est vraiment ultra symbolique, parce que tu vois, la thèse majeure de mon livre, c'est qu'il y a une guerre en ce moment entre l'État et le réseau, entre l'État descendant et le réseau ascendant. Et là, pour la première fois à ma connaissance, tu as le peuple qui prend la défense du réseau contre l'État, au point de renverser l'État. Et je pense que c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus, en fait. Bah, en fait, ça a été radical là, pour le cas du Népal, puisque tout a été coupé. Mais on a des formes de contrôle qui se mettent en place en Occident, plus proche de chez nous. Emmanuel Macron, là, qui veut interdire aux moins de 16 ans l'accès aux réseaux sociaux, et donc qui veut pousser en fait l'identité numérique pour contrôler qui Cheval dit quoi, de Troie, qui ça, fait... hein. Cheval de Troie terrible, Clairement. en fait, là, pour vos libertés. C'est pour ça que ce point est très important, et il est important dans ton livre aussi. C'est en gros que demain, ce que vous direz sur les réseaux sociaux, qui vous suivrez, a une importance et peut vous incriminer. Ça a été le cas, alors c'est pas quelque chose qu'il a dit en particulier, mais je sais pas si tu as vu cette affaire de cet homme anglais qui a été pris en photo avec un fusil de chasse alors qu'il était en vacances en Floride. T'as entendu ou pas? Ouais. C'est la folie. C'était pas un fusil de chasse, c'était un fusil de balle trappe, de ce que j'ai vu. Il avait été dans un... Moi, ce que j'avais vu, c'est qu'il avait été dans un centre de tir. Un stand de tir en Floride, donc même pas en Angleterre. Un Anglais qui va en Floride. Je crois que c'est un fusil de balle trappe. J'ai peut-être la photo là. Non, j'ai pas Internet. Mais bon, bref. Non, peu importe. De toute façon, même si c'est un vrai fusil dans un stand de tir, enfin, je veux dire, légal, même légal. En Grande-Bretagne, t'as le droit. Enfin, je sais pas. Oui, bien sûr. Donc bon, et puis il s'est fait arrêter. Alors il a été interrogé. Donc il a passé une nuit en revenant en Grande-Bretagne. Ouais, il a passé une nuit en, comment on appelle ça, en cellule. En garde à vue, en cellule de garde à vue. Il a été interrogé et sermonné sur l'impact émotionnel de ses publications. Et malheureusement, on voit de plus en plus de cas comme ça en Grande-Bretagne. C'est en train de devenir dystopique. Et ils lui ont pris son ordinateur et tout, ça l'a embêté dans son travail, etc. Purée. Non, mais c'est... Et donc, le début de l'identité numérique en France, c'est le début potentiellement de ce genre de choses. Oui, les deux sont corrélés, mais après, tu peux très bien te faire prendre comme ça par un État qui devient parano, même sans identité numérique, parce que là, le gars, il tweetait sous son nom, ou il avait publié sur Facebook, je sais plus, donc là, tu n'as même pas besoin d'une identité numérique à la limite, mais là, tu vois bien, là, la Grande-Bretagne, c'est n'importe quoi. Je veux dire, sur plein d'aspects aujourd'hui, tu as plus de liberté d'expression à Dubaï qu'au Royaume-Uni. C'est quand même dingue, quand même. Donc, et moi, personnellement, je me sens, je l'ai toujours dit, je me sens plus libre à Dubaï qu'en France, au Royaume-Uni, sur beaucoup d'aspects. Mais là, si en plus, déjà parce que tu as une liberté économique incroyable, mais là, tu peux avoir une liberté d'expression supérieure à Dubaï sur beaucoup de sujets. Pas sur tout, mais sur beaucoup de sujets. C'est vraiment une pente inquiétante. Pareil pour Chat Control de l'UE. Donc, ils ont voulu faire passer une loi qui oblige les fournisseurs de services de communication comme WhatsApp, Signal, etc., de scanner en fait tous les messages sur l'appareil et d'envoyer automatiquement des rapports à la police s'il y a des trucs suspects qui étaient détectés, en sachant que clairement, il n'y a jamais 100% il y a toujours des faux positifs et des faux négatifs. Ouais. Ça, c'est clair. Et par contre, les politiciens se sont joyeusement et gentiment exonérés de cette obligation. C'est pas passé. L'Allemagne, notamment, a voté contre. Et là, ils sont revenus avec une version un peu plus édulcorée où ils disent que c'est volontaire, mais où quand même il y a des incitations très fortes pour que les plateformes scannent
avant que les messages soient envoyés, ce que tu fais. Donc, on voit bien la pente glissante. Il y a clairement la tentation du modèle chinois. Moi, mon analyse aujourd'hui, je l'ai un peu affiné depuis l'écriture de mon livre, c'est que l'UE, c'est une gérontocratie, donc un pouvoir politique vieillissant qui clairement voit qu'il est en train de perdre cette manche. Parce que, pour le coup, le rapport de Mario Draghi l'a très bien montré, c'est que euh, l'UE est en perte de compétitivité massive par rapport à la Chine et aux États-Unis, qu'il y a pas de perspective d'avenir sur les nouvelles technologies. L'IA, la Ouais. robotique, ça va pas tu sais pas si c'est la Chine ou les États-Unis qui vont emporter, mais tu es certain que ce sera pas Ce l'UE. sera pas l'UE. C'est certain à 100%. Je veux dire, c'est triste à dire, mais tu sais que ça va que des bricoles. Plus de Français à la tête de licorne aux États-Unis que de licorne en France. Ah oui, tu vois, je savais pas. Ouais. Donc, Ouais. mais En fait, les cerveaux, ils partent, quoi. mais tu vois bien qu'il y a un déclin et aussi que l'UE est engoncée dans son vieux logiciel des années 70, ils veulent pas le mettre à jour et que du coup, ils surréagissent en voulant contrôler Réglementer la à chaque population. fois. Ouais. Comment c'est possible que l'IA se développe correctement en Europe si à chaque fois, avant même qu'on ait commencé quoi que ce soit, ils commencent à faire des régulations? En fait, c'est le réflexe de l'UE, c'est qu'ils te font les meilleures régulations pour régler le problème d'avant-hier pendant que le monde continue d'avancer le plus vite possible, puis du coup, ils se Ouais, tirent c'est une très balle vrai. dans le pied pour les nouvelles innovations. Tu sais que officiellement, la blockchain n'est pas compatible avec le RGPD. Bitcoin est illégal. C'est-à-dire que si tu héberges, par exemple, si tu as un nœud Bitcoin chez toi, c'est illégal, en théorie. Pourquoi? Parce que le RGPD impose la suppression des données personnelles. Or, tu peux pas effacer les données d'une blockchain. C'est tout le Ouais. concept. C'est que chaque bloc est immuable. Voilà. Donc, encore un truc Une où... usine à gaz RGPD exactement. Où du qui a coup, fait suer tout le il monde. faut faire plein d'exemptions si tu veux que ça soit à peu près cohérent par rapport au terrain. Et là, d'ailleurs, il parle. Alors, le rapport de Mario Draghi, il faut quand même reconnaître ça, a bien pointé le problème en disant il y a une surrégulation en Europe, il faut absolument changer ça, sinon on va droit dans le mur. Donc là, ça commence à être intégré, donc faut quand même, tout le monde n'est pas complètement aveugle non plus, tu vois, mais c'est très lent. Là, ils sont en train de débattre, de discuter, d'alléger le RGPD. Ils se rendent compte qu'ils se sont tirés une balle dans le pied avec ça et que ça ne sera pas appliqué au modèle IA. Tu vois, mais le temps que le débat soit fait, de toute façon, ça sera quand même relou le RGPD, il y aura quand même des contraintes. Pendant ce temps-là, les États-Unis et la Chine, ils n'en ont rien à carrer. Je veux Ouais. dire, ils ne sont pas en train d'attendre gentiment que l'UE ait fait son choix. Donc c'est tout, enfin, c'est fini, la course est déjà perdue. Bah ouais. Voilà. Et donc Et le même chose pour les déclassement. stablecoins aussi. Là, on peut en parler, mais Oh, si tu veux. ouais, voilà, parce que déjà aujourd'hui, donc les stablecoins, c'est en fait des cryptos qui sont stables, comme leur nom l'indique, parce que c'est adossé à une monnaie fiat. Normal. Donc, et notamment, tu as aujourd'hui 300 milliards de dollars de valo qui sont dans le dollar numérisé, enfin tokenisé plutôt, avec l'USDC, l'USDT et d'autres, qui sont en grande partie à 80%, quelque chose comme ça, sur Ethereum. L'euro tokenisé, c'est 1% du volume. Donc déjà, l'Europe part avec un méga retard. Euh, Et et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les Européens ont plus du USDT ou du USDC qu'ils n'ont bien d'un sûr, euro, d'un stablecoin euro. bien Et, sûr. et ça a été un très bon instrument d'ailleurs pour les États-Unis, ces stablecoins, puisqu'en Afrique, etc., dans plein de pays à travers le monde, même en Biélorussie, Oui. mon ex-compagne, elle utilise des USDT. Et ben, tu vois, c'est très intéressant parce que c'est pour ça, là, les États-Unis ont construit des rails, enfin, pour ces stablecoins en USD. Parce qu'il y a un énorme avantage structurel pour les États-Unis. C'est qu'en fait, comment ça fonctionne? Comment on peut garantir qu'un jeton que tu as créé comme ça sur une blockchain, ça suive parfaitement le dollar? En fait, donc, les émetteurs comme Tether et Circle, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils achètent, De la dette. en gros, quand tu leur donnes $1, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils achètent $1 de bons du Trésor américain. Et donc, tu sais que voilà, il y a pas de fluctuation possible. Un bon du Trésor, c'est un bon du Trésor. Si tu le vends à terme à son échéance, et ils prennent des T-bills de 3 mois, donc il n'y a pas de risque, tu sais que tu vas récupérer ton dollar, plus en plus le taux d'intérêt. Donc, les gens, ça les rassure et ils savent que voilà, il n'y a pas de problème. Alors, à condition que ça soit du one-one, normalement, c'est le cas, mais bon, on ne va pas rentrer Ça dans le dépend débat. parfois, mais On oui. ne va pas rentrer dans le débat, mais ouais, c'est toujours un peu fluctuant, mais c'est très proche du 1 $. On va dire, si tu chipotes pas, c'est du 1 $. Et ça sera peut-être d'ailleurs une arme pour les États-Unis pour contrer la dédollarisation. Alors, complètement. Donc, c'est ça. Donc, les États-Unis ont un intérêt stratégique à pousser ça parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'ils vont transformer une grosse partie du monde en détenteurs indirects de bons du Trésor américain. À un moment où, justement, ils ont de plus en plus de mal à trouver des acheteurs pour leurs dettes. Donc, pour eux, ça fait complètement sens. Tu vois que pour la première fois depuis 1996, les banques centrales
ont davantage d'or que de bons du Trésor américain dans leurs réserves. Parce que, donc, certes, déjà, il y a une méfiance géopolitique. Comme ils ont bloqué, en fait, les bons du Trésor américain de la Russie, le monde entier a vu qu'en fait, ça leur appartenait pas vraiment, que ça leur appartient tant que tu fais pas trop chier l'oncle Sam, ok. Et donc, la Chine, elle a vu ça, elle qui clairement se pose comme option sur la table de pouvoir envahir Taïwan, c'est pas logique, tu vois. C'était la première détentrice d'obligations d'État américaines du monde. Elle a commencé à vendre et acheter de l'or, tu vois, même s'il y en a encore beaucoup, hein. Donc, tu as une baisse structurelle de la demande de ces obligations d'État au moment où les États-Unis sont dans la même merde budgétaire et fiscale que la France, hein. Ce qui les sauve pour l'instant, c'est leur économie et le fait qu'ils puissent imprimer le dollar. Mais voilà, ils sont ultra endettés et ils ont de plus en plus besoin de trouver des gens pour acheter leur dette qui est de plus en plus pourrie. Et du coup, là, ils ont un marché tout frais. Comme tu dis, en fait, il y a plein de gens dans des pays. Nous, on se dit déjà que l'euro, tu vois, l'inflation, c'est énorme, mais l'euro, c'est une des meilleures monnaies du monde. C'est une des moins pires. Oui, De monnaie fiat, hein. C'est Ouais. une des moins pires. Non, mais il faut s'en rendre compte. Je veux dire, la plupart des gens ont des monnaies encore plus horribles. C'est vrai. Il faut s'en rendre compte. C'est vrai. La livre turque, c'est 20, 30, 40% d'inflation par an. Les monnaies africaines, c'est des monnaies de singes. Alors, bon, le franc CFA, c'est autre chose, tu vois, mais le Zimbabwe, c'est bien connu pour son hyperinflation. Ouais, c'est terminé avec des billets de trillard. Exactement. Et tu vois, donc, il y a plein de gens qui accèdent à des monnaies pourries, et clairement, pour eux, c'est complètement C'est une rationnel révolution, d'utiliser ouais. l'USDT parce que, en fait, tu installes une app sur ton téléphone et tu ouvres un portefeuille en un clic, tu n'as pas de KYC. Donc, tu peux être un Africain bizarre de Somalie avec tous les trucs rouges qui s'allument, c'est pas grave, tu peux quand même créer un portefeuille, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, tu peux Et aller sans voir un demander mec au à marché. quoi que ce soit à qui que ce soit, tu peux transférer de la valeur. Voilà, et tu peux aller à ton marché local et tu vas trouver un mec où tu lui files ta monnaie locale, il va t'envoyer des USDT sur ton portefeuille. Et donc, tu commences une dollarisation comme ça. Et tu as en fait des exemples dans l'histoire de populations qui ont choisi des monnaies fortes non gérées par leur élite, même au prix de l'austérité. Je pense notamment à la Grèce. La Grèce, donc, on le sait, elle s'est fait démolir par la crise parce qu'ils avaient maquillé leurs comptes et tout ça. Et le peuple a élu un gouvernement d'extrême gauche qui leur avait promis notamment de sortir de l'euro. Mais donc, ce gars, je ne me rappelle plus de son prénom, enfin de son nom, mais il a été négo avec les instances de l'UE qui ont dit si tu sors de l'euro, voilà ce qui va se passer, tout ça. Donc, il est revenu avec un accord où il disait on va continuer l'euro malgré ce qu'on vous a promis. Il a fait un référendum, 80% des gens ont voté pour. Mais pourquoi? Parce que les Grecs, ils ont compris que si ils revenaient au drachme, déjà, bon, la sortie aurait été catastrophique, mais au-delà de ça, si tu reviens au drachme, c'est-à-dire à une monnaie locale, tu donnes à ton élite corrompue le pouvoir d'être encore plus corrompue. Donc, en fait, les Grecs ont préféré l'austérité parce que, par contre, pas basculer dans le drachme, ça aurait permis à la Grèce d'imprimer de l'argent, de rembourser ses dettes, de payer tout le monde et d'adoucir la transition, tu vois. Mais les Grecs ont préféré l'austérité et une monnaie forte qui n'était pas contrôlée par leur élite locale parce qu'ils n'avaient plus confiance dans leur élite locale. Donc, tu prends ce cas-là et tu vas dans les pays, tous les pays qui ont une monnaie pourrie, qui sont 80% des pays du monde, à vérifier, tu vois, et tu te rends compte qu'en fait, là, on est à l'aube d'une révolution où une grosse partie du monde va se dollariser via les stablecoins. C'est clair et net. Et en fait, les monnaies aujourd'hui subissent la même disruption que ce que les journaux ont vécu. Tu vois, Warren Buffett, moi j'ai lu toutes ses lettres aux actionnaires. Lui, il a investi dans beaucoup de journaux comme le Washington Post. Et il n'arrêtait pas dans les années 70-80 à vanter les mérites d'acheter un journal parce qu'il disait ils ont un moat tellement énorme, donc des douves tellement profondes. Voilà, il dit dans chaque ville, dans chaque région, tu as un journal vraiment local qui peut cartonner. Et forcément, les gens du coin, ils vont l'acheter. Comment tu veux qu'ils soient au courant de ce qui se passe, qu'ils voient les petites annonces et tout ça, tu vois. Il disait, il avait raison, les journaux étaient protégés par un monopole géographique. Et ce qu'il n'a pas vu venir, Internet a explosé le monopole géographique des journaux. De l'information. C'est fini. Instantanée. Et les monnaies, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Leur monopole géographique est en train de se faire disrupter. On en est qu'au début, on est peut-être en 95, là, en équivalent par rapport aux journaux.
Mais tu le vois déjà, parce que tu vois, très intéressant ton anecdote de ta copine biélorusse Mon qui ex, utilisait l'USDT. ouais, et pourtant, elle est pas super douée en informatique ou un truc comme ça. Donc, si tu veux, quand il y a une vraie utilité, les gens finissent par utiliser parce que, en fait, tu es emmerdé en Biélorussie. Si tu veux faire des virements internationaux, etc., le monde s'est refermé pour la Biélorussie, la Russie. Et donc, l'USDT ou l'USDC permet de revivre et de refaire des transactions à l'international. C'est fantastique. Absolument. Donc, c'est aussi génial, effectivement, quand tu es dans un pays sanctionné. Parce que c'est sans censure. Donc, tu vois, c'est intéressant. Puis, pareil, en Argentine, c'est très utilisé. En Afrique, Ouais. c'est très utilisé. Donc, là, tu vois. Et là, donc le Congrès américain, donc là, c'est pour le coup, c'était bipartisan. Il y a aussi des démocrates qui ont voté pour. On voté le Genius Act en juillet, qui, en fait, institutionnalise, j'y arrive, les stablecoins. Et en gros, rend tout ça légal alors qu'avant c'était une zone grise, tu vois? Leur but, c'est de dollariser le monde. Donc tu as ça, tu as l'État américain qui comprend l'enjeu et qui du coup met en place une bonne politique en sachant que déjà le Congrès avait voté pour en 2024, mais que Biden avait, mis son veto. OK, parce que Biden, c'était, le boomer, même avant, c'est l'administration, qui s'accrochait à son pouvoir, quoi, qui a lutté contre les cryptos, bref. Pendant ce temps-là, en Europe, qui a que 1 de part de marché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas. Bah, rien, et puis surtout, ils ont juste avant que les États-Unis votent le Genius Act, ils ont mis en place le MiCA, pour les cryptos, qui en gros, tue toutes leurs chances de pouvoir un jour être compétitifs dans ce milieu-là. Donc, là, tu vois encore une fois, problème d'analyse, mauvaise réponse et ça s'est créé un cercle vicieux parce que du coup, ça va encore plus disrupter l'Europe parce une bonne partie du monde va se dollariser via les stablecoins et c'est pas impossible que même, les stablecoins US commencent à concurrencer l'euro en Europe. Après, le besoin est moins fort quand même parce que Mhm. l'euro est Oui, relativement, stable quand même, stable. Ouais. ouais. C'est pas non plus, voilà, c'est pas une monnaie, bizarre, d'un pays d'Afrique, quoi. Donc, mais quand même, en tout cas, l'Europe va perdre une partie de la bataille, enfin une partie de la guerre via cette bataille et ça va que renforcer, ce réflexe de protection, de gérontocratie, heu et ouais, c'est vraiment le problème. Alors après, Mario Draghi, tu vois, son rapport va dans le bon sens. Il y a quand même, Ursula a dit, «OK, on va prendre des enseignements de ça». Mais ce que tu vois là, ça fait, quasiment 1 an qu'il est sorti ce rapport. Pas grand-chose qui a changé, ça va très, très lentement. En fait, ils ont une vitesse institutionnelle qui est plus compatible avec, les changements de technologie, quoi. Ouais. Et justement, ça me permet de rebondir. J'avais noté aussi ce point-là. C'est le paradoxe, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, de la censure, de toutes les réglementations, etc. C'est que c'est des très bons tutoriels pour Oui, apprendre à gagner en liberté. absolument. Là, on a le cas de mon ex-compagne qui avait du mal à faire des transferts internationaux. Eh bien, elle apprend à utiliser Trust Wallet et USDT. On parle, je crois que c'est en Angleterre, il y a une recrudescence d'utilisation de VPN qui est Oui, alors très intéressant ça. astronomique. Voilà, la Grande-Bretagne a mis en place le Online Safety Act, qui en gros, oblige les sites pour adultes, donc porno, tout ça, à faire une vérification d'âge. Là, gros coup de pied dans la fourmilière et c'est intéressant parce que j'étudiais exactement cette possibilité dans mon livre en disant: «Regardez, les États vont tenter de le faire, mais ils vont perdre». Grosso modo. Ils vont quand même gagner des batailles, attention, hein, mais ils vont perdre la guerre. Et là, c'est exactement, alors ça fait quoi? 6 mois que ça a été voté là, donc c'est ce qu'on est en train d'observer, en Grande-Bretagne. Donc, ce qui s'est passé, il y a eu 2 gros types de réactions, grosso modo. Tu as les sites porno qui ont, accepté ça et qui ont commencé à faire des contrôles d'identité. En gros, ils ont perdu 50 de leur trafic, britannique. Et tu as les sites qui ont bloqué en fait, la Grande-Bretagne, enfin le trafic de Grande-Bretagne, en sachant très bien que la plupart des gens allaient utiliser un VPN. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que augmentation entre 1000 et 4000 des inscriptions VPN, ça c'est ProtonVPN et d'autres VPN qui ont partagé l'info. Et quand tu regardes sur Google Trends, tu tapes tout le monde peut vérifier, vous pouvez aller sur Google Trends, vous tapez VPN en mettant le pays sur Royaume-Uni, vous regardez sur les 12 derniers mois ou en fonction du moment où on regarde cette vidéo, la bonne période et on peut voir exactement quand l'Online Safety Act a été mis en place. C'est super facile à voir. Il y a un énorme pic de recherche et ensuite, bien sûr, alors c'est descendu après, ça s'est stabilisé, mais on est aujourd'hui, donc là, 6 mois après le vote de cette loi, enfin, pas le vote, la mise en place de cette loi, on est à une recherche qui est 2 fois supérieure à celle d'avant. Donc c'est pas neutre. Il y a des millions de personnes qui sont en train de se former au VPN, en Grande-Bretagne. Qui s'adaptent et qui regagnent en liberté d'une certaine manière. Absolument, absolument. Mais je veux dire, c'est ce que je dis dans mon livre, tu vois? C'est que tu demandes à des gens d'envoyer des papiers d'identité,
pour faire une activité qui est extrêmement intime et un peu honteuse. Tu crois que les gens vont se laisser faire comme ça? Bah non, tu vois? Il y a pas beaucoup de gens qui sont fiers de dire: «Ah ouais, hier, j'ai passé 1 heure sur, YouPorn», tu vois? C'était cool. Non, en fait, c'est un truc intime, tu vois? Tu partages, enfin, donc là, tu veux pas qu'on sache trop, donc tu vas pas commencer à envoyer ta carte d'identité, sur ces sites-là, tu vois? Même si on te jure, tes grands dieux, que machin, et en plus, il y a tellement de vols d'informations Il y dans a eu tous les tellement de sens. cas de fuite, Mais oui, etc. donc tu sais que ça va arriver un jour, donc ils ont beau, dire tout ce qu'ils veulent, voilà, donc le Royaume-Uni, enfin, et tous les pays qui vont mettre ça en place, et tu vois, ça part d'une bonne intention, hein. Je dis pas que, ils ont raison de dire qu'effectivement, c'est les enfants ont accès à ça, que ça peut être dommageable, et cetera. Il y a pas de problème sur le constat de base. Mais c'est pas parce que tu as un bon constat que ta solution, elle est forcément bonne. Et là, en fait, ce que vont faire ces pays, ça se voit déjà en Grande-Bretagne, c'est que oui, ils vont contrôler la population la moins éduquée et la plus passive. Ils vont éduquer massivement des millions de personnes à contourner leurs propres lois, et au final, ils sont en train de tuer leur légitimité. Et c'est ce que je dis dans mon livre, c'est que les pays de toute façon qui vont, et les pays démocratiques encore plus, qui vont explorer la voie du contrôle chinois, vont, eh bien, détruire progressivement leur légitimité, ce qui va renforcer le problème qu'ils essaient de résoudre. Et on va peut-être aussi avoir des solutions qui viendront, d'entrepreneurs. C'est aussi quelque chose que tu as mentionné dans le courrier que tu m'as envoyé, avec le direct to sell, de Elon Musk. Oui, Donc, il y a aussi, qui va surpasser finalement les États. Si tu peux expliquer déjà, oui, et il y a qu'est-ce aussi qui Xavier Niel, je ne l'ai OK. pas mis dans l'email, mais c'est vrai que, lui, alors je fais juste une parenthèse sur Xavier Niel parce que c'est plus rapide. Il a annoncé il y a 1 mois ou 2, parce que la France veut faire pareil, lui veut faire pareil, qu'il y aurait un VPN intégré dans Free. OK. Voilà. Donc, mais ça, merci Xavier, si tu nous regardes, parce que voilà, tu es le trublion, tu es exactement le type d'entrepreneur dont on a besoin en France, et j'adore parce qu'il voit une tentative de contrôle et bam, il donne un gros coup de pied dans la fourmilière, ça j'aime beaucoup, tu vois. Et donc quelqu'un lui avait demandé, tu sais, il n'interagissait pas beaucoup sur Twitter. Quelqu'un lui a demandé, avec le VPN, on pourrait aller voir des sites, pour adultes? Et il a dit oui. Oui. Donc tu vois bien que Et là, ça c'est une sera attaque inclus. directe. Et d'ailleurs, là, en Grande-Bretagne, ils sont en train de réfléchir, enfin, de discuter d'interdire les VPN. Mais ils peuvent pas. C'est comme en Comment Russie. on interdit euh, la drogue? Bah, voilà. En Russie, aujourd'hui, pour être un VPN légal, tu dois avoir des bureaux, un représentant. C'est toujours pareil. L'État-nation, comment il fait en sorte de pouvoir avoir un pouvoir sur toi? Il utilise la contrainte du corps, la violence, quoi, tout simplement. Donc, quand il y a pas de quand tu n'as pas de corps physique sur lequel tu peux exercer la violence, tu les forces à venir. Tu les forces à t'incarner chez toi. Et donc, bon courage à la Grande-Bretagne pour faire ça, et bon courage à la Russie, etc. Donc, ensuite, effectivement, Elon Musk. Donc il y a euh, des entrepreneurs libertariens qui apportent des solutions. Donc, oui, ou même Xavier Niel Xavier Niel n'est est pas libertarien pour le coup, hein. Lui, oui, mais, Elon Musk, pour le coup. oui, oui, alors les Musk est de tendance libertarienne, ça c'est clair. Mais même, tu vois, mais justement, même Xavier Niel qui est pas libertarien du tout, hein, j'ai lu sa dernière biographie, Une sacrée envie de foutre le bordel, que je recommande, très bon livre. Il dit lui-même qu'il n'est pas du tout pour une absence d'État. Enfin, il est même pas minarchiste. Je pense qu'il veut un État plus modéré que ce qu'il y a en France. De toute façon, c'est pas dur, mais pas non plus minarchiste, tu vois, parce lui vient d'une banlieue pauvre, etc. Bon, mais même quelqu'un comme lui voit bien l'attaque des libertés fondamentales. Et je pense par contre qu'il est très attaché aux libertés de la démocratie, de la liberté d'expression, etc. Donc Elon Musk. Donc dans le livre, tu vois, je fais une prédiction. Alors j'ai tout un chapitre de prédiction, et je prédis que Elon Musk va utiliser Starlink pour contourner la censure des États, parce qu'aujourd'hui, un vrai pouvoir que les États ont toujours, c'est qu'ils peuvent couper Ils Internet. peuvent couper la vanne d'internet. Voilà, parce que forcément, ça passe par des fournisseurs d'accès qui sont des entreprises dûment identifiées. Donc là, monopole veillant, c'est aucun problème, hein. Tu envoies les flics là-bas, et puis c'est tout, tu fermes les vannes, quoi. Donc, c'est ce qui s'est passé au Népal. Tu peux forcer les FAI à couper des sites, voire à couper Internet complètement. Puis, tu as vu ça par exemple en Iran, lorsqu'il y a eu des manifs, ils ont coupé Internet pendant plusieurs jours. Ça peut être temporaire, ça peut être ciblé. Par exemple, Telegram est bloqué en Russie, ce genre de choses. Donc ça, c'est un vrai pouvoir que les États ont toujours. Mais ce pouvoir peut se faire complètement disrupter par Internet avec les satellites. Parce que là, pour le coup, quand tu as des satellites qui passent au-dessus de toi, comment tu veux utiliser la violence physique? Tu peux pas. Les En Europe, ils missiles. seraient capables de dépenser des milliards pour faire un dôme pour bloquer la réception des satellites. Non, non, parce que Ils non, seraient mais capables. non, il y a le GPS et tout, tu vois? C'est une blague, mais je veux dire, mais par contre, non, l'option, la seule option possible, ce serait d'envoyer des missiles anti-satellites, ce qui serait une déclaration de guerre par rapport, à l'état du pays, enfin du pays qui a envoyé le satellite. Et puis en plus, ça coûte très, très cher. Il y a pas tant de pays que ça qui ont des missiles anti-satellites, et Starlink,
Là, il doit y avoir à vérifier 6000 satellites. Ils prévoient d'en avoir 50 000 à terme. Enfin, mais ça dépasse même la capacité des États-Unis à tous les détruire. Et de toute façon, bientôt, avec le Starship, ça coûtera tellement pas cher pour SpaceX d'envoyer des Starlink que ça coûtera plus cher à un État d'en détruire un qu'à SpaceX d'en mettre un en orbite. Donc, c'est perdu d'avance. Ça, tu peux pas. Donc, ça, tu peux pas contrôler les satellites. Mais aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo, donc fin 2025, il y a une contrainte, c'est que tu as besoin de stations au sol. Bon, les stations au sol, ça par contre, il n'y a pas de problème pour employer le monopole de la violence. Après, la station n'a pas besoin d'être dans ton pays, elle peut être à côté, ok. Mais en fait, c'est logique. Il faut que toi, avec une antenne, tu peux envoyer l'info sur un satellite, mais après, le satellite doit se connecter à Internet. Tu vois. Mais les satellites peuvent maintenant se connecter entre eux par laser. Enfin, tu vois que SpaceX est en train de mettre en place le truc. Et moi, ce que je prédis, c'est que voilà, un jour, Elon Musk, il va tellement énervé par un État qui aura, par exemple, censuré X, qu'il va permettre un accès sans filtre avec une connexion directement d'un smartphone à un satellite. Donc, c'est ce qu'on appelle le direct to cell. Aujourd'hui, ça existe déjà, mais de manière extrêmement limitée. Il faut passer par un opérateur local. Donc là, ça enlève la possibilité, tu vois. Donc, par exemple, aux États-Unis, tu peux avoir un forfait chez T-Mobile qui te donne un accès direct to cell à Starlink. Ça veut dire que dans les zones sans réseau, par contre, c'est pas la 5G. Hein. C'est dans les zones sans réseau, tu peux envoyer des SMS. Et je crois que tu as peut-être de la 2G, 3G. Enfin, voilà, c'est maxi, quoi. Donc, tu es très, très limité dans ta bande passante. Tu ne peux pas faire d'appel et tout ça. Mais là, SpaceX a acheté une fréquence en septembre qui va lui permettre, quand il y aura des puces dans les smartphones, mais ils sont déjà en train de négocier avec Apple, avec Samsung, etc. Quand il y aura une puce dédiée dans les smartphones, tu pourras avoir un accès satellitaire direct qui, en gros, sera à peu près celui que tu as aujourd'hui. Tu auras de la 5G, tu pourras faire des appels. Tu auras un accès satellitaire total, sans avoir besoin forcément de stations en sol à côté. Et là, c'est révolutionnaire parce que le potentiel, c'est ça. C'est qu'à terme, et on sait que Elon Musk, il a tendance à envoyer bouler des États, à être anti-libertarien. Il a eu un bras de fer avec le Brésil. Mais j'allais le dire. Ouais. Oui, Ouais. le Brésil a voulu censurer X. Et alors, Elon Musk a perdu cette bataille, il faut quand même le préciser. Mais c'était trop tôt pour lui et le Brésil est très puissant. Je pense qu'à terme, dans 10 ou 20 ans, quand SpaceX sera beaucoup plus puissant, il fera des batailles contre des petits pays qu'il va gagner. Et un jour, l'Angleterre, un truc comme ça, il y aura un pays comme le Royaume-Uni où il dira, écoutez, allez vous faire voir. Parce qu'il là, par exemple, il est très critique de ce qui se passe en Angleterre, de tout ce qu'on en a parlé. Allez vous faire voir, je donne un accès instantané. Enfin, tout le monde peut maintenant prendre un abonnement Starlink sans passer par l'État britannique et tout est non censuré. Et les gens qui vont dire, mais comment ils vont me payer? Parce que là, du coup, l'État britannique ou autre pourrait bloquer les paiements et tout ça. Bah non. Stablecoin. Bah oui, exactement. USDT. Bah oui. Voilà, exactement. À partir du moment où dans 10-20 ans, tu envisages déjà que le monde s'est fait stablecoiniser, puis en plus, plus de gens auront des bitcoins, des Ethereum et tout ça, tu peux tout à fait envisager que SpaceX puisse se passer de procédures de paiement classiques, absolument. Et, et puis d'abord, il l'aura fait sur des pays où ça sera légitime de le faire, tu vois, comme la Russie ou des pays qui n'ont pas une bonne réputation et tout ça. Et un jour, il le fera contre un pays soi-disant démocratique et tout. Et le Washington Post a publié un article qui va exactement dans ce sens et qui dit mais en fait les États se rendent pas compte, ils vont se faire disrupter la tronche là-dessus. Donc on peut très bien imaginer. Alors oui, en plus il a dit que dans la version 3 de Starlink, il va aussi mettre des data centers dans les satellites pour l'IA. Et potentiellement, alors ça, il n'en a pas parlé, mais c'est aussi potentiellement, il pourrait mettre des nœuds Bitcoin, Ethereum dedans pour qu'ils soient complètement autonomes au niveau des stablecoins, tout ça. En fait, et là, pareil, quand tu auras de l'IA dans l'espace, c'est quoi la juridiction, tu vois? Alors, en théorie, la juridiction du pays dont tu as lancé, voilà, dans les États-Unis, mais il y a quand même beaucoup moins de régulation que quand tu construis sur place. Donc, on voit aussi cette souveraineté qui se déplace dans l'espace et qui va du coup encore disrupter les États. Donc, on peut très bien imaginer dans 10-20 ans, les États qui n'aient plus du tout le monopole de contrôle de l'information et le monopole sur leur propre monnaie. Et ça, c'est extrêmement disruptif. Et ce qui est aussi, ce qui rend cette guerre entre l'État et le réseau très intéressant, c'est que les États-Unis ont un avantage structurel à s'allier avec le réseau. Parce que, pour les stablecoins, par exemple, je l'ai clairement expliqué, ils ont un avantage structurel à ce que ce soit les stablecoins USD qui gagnent. Et aussi parce que la majorité de leur technologie, la technologie d'Internet, ça vient des États-Unis. Et que c'est une continuation de leur soft power et même de leur hard power. Même si tous les politiciens américains ne sont pas alignés avec cette vision, et c'est bien pour ça que l'administration Biden, elle était exactement contre ça. Elle s'est battue, elle a fait de la guérilla contre les cryptos de manière extra-légale, en faisant du harcèlement administratif et tout ça. Mais là, on voit une administration qui est alignée avec la vision et on voit aussi que le Congrès
puisque ça a été voté de manière bipartisane, le génocide, comprend aussi l'intérêt géostratégique. Donc je pense quand même qu'à terme, les États-Unis seront plus un allié du réseau qu'un adversaire. Et du coup, ça renforce clairement l'hypothèse que je mets dans le livre que le réseau va gagner à terme. Après, ça dépendra aussi du prochain président. Bien Parce que sûr, ça oui, peut oui. partir dans tous les sens, Oui, c'est ça le souci. ça peut partir dans l'autre sens. Ouais. Mais on voit quand même, et c'est pour ça Mais en que... tout cas, le message, là, dernièrement, le signal était bon. Oui, et le Congrès, quand même, tu vois, est bipartisan sur le Ouais. sujet. Donc, Oui, oui. le président a des pouvoirs, mais le Congrès aussi. Et c'est vrai que Biden avait mis son droit de veto sur la loi précédente au Genius Act. Donc, aux États-Unis, pour que le Congrès peut dépasser un veto présidentiel, mais il doit une majorité des 2 tiers. Ce qui, dans l'environnement actuel politique américain, est extrêmement difficile à obtenir. Et pour revenir à Elon Musk, il y a un tweet qui m'a vraiment fait énormément réfléchir ces dernières semaines, où il parle d'Optimus, donc ces robots qui comptent commercialiser en grande masse dans les années à venir, où il dit justement que ça va permettre d'éliminer la pauvreté et d'offrir un salaire universel de haut niveau à l'humanité. Et donc, c'est quelque chose qui me passionne assez dernièrement et qui m'interroge beaucoup sur l'ère de l'abondance, l'ère du salaire universel. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi? Déjà, est-ce que tu penses que c'est possible? Absolument. Ouais. Ouais, je pense que c'est Tu fais possible. partie de ceux qui pensent que c'est possible. Voilà. En fait, dans mon livre, j'ai un paragraphe sur la disruption de l'IA et des robots, en disant c'est tout à fait possible que d'ici 10 ans après, enfin, moins de 10 ans après la sortie du livre, donc 2035, on ait des robots plus intelligents que les êtres humains qui savent faire tout ce qu'on sait faire, mais en mieux, et que ça va disrupter énormément de choses dans l'économie, mais que c'est extrêmement difficile de prédire à quel point ça va impacter le reste de tout ce dont on parle là. Tu vois, la disruption des États, etc. Et j'ai dit j'étais un peu schizophrène en écrivant le livre, c'est-à-dire en ayant conscience que ça pouvait se produire, mais en faisant comme si ça allait pas impacter le monde de manière massive avant 2050. Dans les faits, ça pourrait arriver bien avant, parce que là, on voit déjà que l'IA, c'est devenu incroyable, et ça va continuer. Euh, les prévisions sur l'AGI, donc l'intelligence artificielle générale, qui va être aussi bonne que les êtres humains dans la plupart des tâches cognitives, hein, donc sans les robots, hein, juste sur un ordi, c'est 2027-2028, donc on n'y est pas loin quand même. Et une super intelligence artificielle qui est meilleure que tous les êtres humains sur toutes les tâches cognitives, ce serait 2031-2032. Donc il faut se rendre compte de ça. Si à côté de ça, tu couples ça avec des robots humanoïdes, alors quel est l'avantage d'avoir un robot humanoïde avec des mains comme nous? C'est que tout notre environnement a été conçu pour nous. Donc plutôt que de construire de nouveaux robots, tu construis des robots qui nous ressemblent, et comme ça, ils peuvent tout faire en fait. Je veux dire, avec un robot humanoïde, il peut faire ta vaisselle, te faire à manger, conduire ta voiture éventuellement. Bon, ta voiture, elle va se Il n'y a piloter plus toute seule, besoin, mais ouais. voilà, mais voilà. Mais en tout cas, il peut À moins que tu utiliser veuilles tout ce un chauffeur, si ça te plaît. voilà, exactement. Il peut tout faire. Il peut utiliser la caméra qu'on a là, parce que c'est conçu pour nos mains. Donc, s'il a des mains semblables, il n'y a pas de problème. Et ce qu'on voit, c'est que là, les progrès dans la robotique actuelle, c'est impressionnant. Les mains, c'est un des trucs les plus complexes, mais c'est en train de progresser à une vitesse incroyable. Et on peut tout à fait imaginer qu'en 2035, il y ait des dizaines ou des centaines de millions de robots humanoïdes pilotés par des IA ultra intelligentes et qui savent faire tout ce qu'on sait faire. Et qui vont descendre les coûts marginaux de production d'absolument tout, en fait, que ce soit des produits ou même des services. C'est ce qu'il disait dans ce même tweet. Je ne sais plus si c'est lui ou si c'est quelqu'un qui répond, mais qui dit que en fait, il y aura des chirurgiens robots qui seront meilleurs que le meilleur des chirurgiens actuels et qui, Oui. du coup, coûteront une fraction, puisque une fois que le robot il est construit, il coûte $20 000 et ad Et après, c'est vitam, l'électricité, ad voilà. vitam, tu as un chirurgien de haute voltige qui fera moins d'erreurs qu'un humain. Voilà, faut imaginer que, en fait, quel que soit le métier que vous envisagez, à terme, il y aura un robot qui coûtera 0,1 $ de l'heure. Comment vous êtes compétitif, vous, être humain, contre ça, en sachant que le robot, il ne se repose pas, Il peut changer lui-même sa propre batterie, travailler 24 heures sur 24. voilà, il râle pas, il fait pas de manif, Il se dispute prend pas de avec sa congé. femme le matin. Il est pas Il alcoolique. est toujours ultra performant, Ouais. exactement. La vérité, c'est que les êtres humains ne peuvent pas être compétitifs, c'est pas possible. Donc, alors, il y a plusieurs donc sur le potentiel d'utopie, heu, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Elon Musk, et d'ailleurs, on est déjà dans une utopie, en fait. Parce que les gens ne se rendent pas compte, surtout ceux qui regardent trop les médias, mais on vit dans l'ère la plus abondante de toute l'histoire de l'humanité, mais c'est du délire, hein, vraiment. Et qu'est-ce qui a permis ça? C'est la révolution industrielle. Donc on vit déjà dans une utopie, donc en regardant ce qui s'est passé dans la révolution industrielle, on peut essayer d'envisager ce qui va se passer plus tard. Déjà, il faut quand même se rendre compte que,
ce qu'on fait par rapport à nos ancêtres d'il y a 200 ans, s'ils regardaient notre vie quotidienne, ils diraient: «Mais en fait, toi, ton boulot, c'est de regarder une fenêtre toute la journée?» Tu vois? Ils comprendraient pas, c'est pas un travail pour eux. Pour eux, le travail, c'est quelque chose de fatigant, d'usant, que tu fais dehors, sous le soleil, sous la pluie ou dans une usine qui te demande physiquement. Nous, on est là à regarder des fenêtres. C'est ça qui Des écrans d'ordinateur. oui, bah, voilà, des écrans d'ordinateur, mais pour eux, toi, si tu regardes l'extérieur, on est là assis à regarder une fenêtre. Donc pour eux, c'est pas un boulot. Donc je pense pas que les boulots vont disparaître, mais c'est qu'ils vont être pour nous, personnes de 2025, ça va pas être des boulots. Tu vois? Tout comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas un boulot pour quelqu'un de 1825. Ou alors, s'il y a vraiment une ère de l'abondance, peut-être que simplement, il y aura plus cette notion de travail et simplement de se divertir. Ce sera ça notre propre boulot. Ah, je sais pas, je pense que la plupart des êtres humains ont besoin de se sentir utiles quand même. Ça alors oui, il y aura plus de distractions, peut-être qu'il y aura, Le marché du divertissement, je pense, va être énorme. ah oui, parce que alors c'est ça qui est génial avec des IA comme ça, tu auras des jeux vidéo ultra réalistes. Probablement chacun pourra avoir son propre jeu vidéo, qu'il aime par exemple, lui demander à l'IA de modifier n'importe tout ce Bah qu'il oui, veut. même Heu, tout ce qui est film. oui, C'est en un prompt, tu pourras avoir un film. J'écoutais justement ouais, un podcast de Laurent Baffy là, qui parlait de ça. Il disait demain, si on veut se revoir, si on veut voir un film avec Jean Gabin Oui, et qui bien sais-je, sûr, avec Louis de Funès, on peut le fabriquer en fait demain. absolument. On est à quelques années de ça. Et tu vois, moi, mon rêve, j'ai adoré la série Game of Thrones, mais comme beaucoup, j'étais extrêmement déçu par la fin. Tu te Moi, mon refais. rêve, de faire la vraie dernière saison comme elle aurait dû l'être. Clairement, je pense d'ici 10-20 ans, ce sera possible. Ouais. Oh, Donc, peut-être même avant. Ouais. ouais, peut-être même avant. Quand tu vois les progrès incroyables, enfin, je veux dire, il faut quand même se rappeler qu'au moment où on tourne, ChatGPT est sorti il y a 3 ans. Ouais. Enfin, vous vous rendez compte du progrès démentiel? Il y a 3 ans, ChatGPT ne savait pas générer d'images, fallait pas lui écrire trop de texte, sinon très vite, il perdait le fil. Il oubliait très vite, il faisait plein d'erreurs, il savait pas chercher l'internet. Enfin, c'était un prototype par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Bah, là, ce qu'on a aujourd'hui, ça sera un prototype par rapport à ce qu'il y a dans 3 ans, Bien bon, et sûr. cetera, et cetera. Donc, oui, il y aura plus de distractions. Je pense quand même que, c'est important pour les êtres humains de, garder, une utilité. Donc ils vont trouver des métiers. Déjà, il faut quand même se rendre compte que par exemple, ça fait déjà, quelque chose comme au moins 10-15 ans, bah, enfin, déjà ça fait plus de 20 ans, ça fait quasiment 30 ans que les ordinateurs battent les humains aux échecs. Mais tu vois pas beaucoup de gens qui se déplacent dans des compétitions pour regarder les ordinateurs se battre entre eux, ça intéresse personne. Mhm. Même si aujourd'hui les ordinateurs sont largement meilleurs que les êtres humains, on regarde toujours les êtres humains se battre parce que c'est plus intéressant et le champion du monde d'échecs, son nom m'échappe, il est quand même très connu, il est très prestigieux. Donc ça, dans tout ce Magnus, qui est non? C'est pas Magnus? oui, c'est ça, exactement. Dans toutes les compétitions sportives, intellectuelles, et cetera, on va toujours vouloir voir des êtres humains. Donc ça va pas disparaître. Les joueurs de foot, et cetera, c'est bon. Je pense qu'il y aura plein de nouveaux sports qui vont se créer. Bah, lui exactement, du coup, sport, et il y aura des métiers où vraiment ça sera, luxe d'être servi par des humains, d'avoir, tu montreras ton statut social. Ensuite, au-delà de ça, il y a aussi une notion de statut social dans l'être humain qui est extrêmement importante. Tu vois, quand tu regardes de manière purement rationnelle, aujourd'hui, quand tu te balades, en Clio, tu as un truc, une technologie de malade ultra luxueuse par rapport à la meilleure calèche du multimillionnaire de 1825. Tu vois? Donc il y a pas photo. Mais niveau statut, c'est nul. Mais tu vois, pour un mec de 1825, pour lui déjà la Clio, c'est une dinguerie. Même si le mec il a la meilleure calèche de son époque, c'est une dinguerie ultime. Mais on a quand même une très claire hiérarchie dans notre tête que, une BM c'est mieux qu'une Clio, qu'une Ferrari c'est meilleur qu'une BM, et cetera, et cetera. Attention, ça va changer aussi avec l'arrivée des voitures chinoises où ils sont en train Oui, de mais faire. non, mais d'accord, mais je veux dire, ce que Mais c'est oui, oui, que oui. il y aura quand même Il y aura des distinctions, des distinctions qui, des choses au plus nous, de sophistiquées. 2025, on serait déjà, même le truc entrée de gamme, ça nous exploserait déjà le cerveau. Les différences sont subtiles et pas si importantes que ça, Ouais. mais dans l'esprit des gens de l'époque, et c'est peut-être dans 10-20 ans, ça sera ultra important. Parce que finalement, il n'y a pas tant de différence que ça entre une Clio et une Ferrari. Mais les deux, c'est des technologies qui t'amènent à bon port ultra vite, en te protégeant des intempéries et dans un confort très bon. Mais dans notre tête, c'est une grosse différence. Parce que c'est le regard des autres. Et ça ne va pas changer. Il y a aussi des choses qui vont rester rares. Je pense notamment à, par exemple, toutes les villas en bord de mer. Alors, tu peux créer des bords de mer, Dubaï l'a prouvé,
Là, les 2 palmes, donc je rappelle, hein, c'est des presqu'îles artificielles, ça a doublé la surface de plage de Dubaï, hein, Mhm. parce que ça comme il y a des branches, ça crée beaucoup plus de plage qu'une côte naturelle. Mais tu es quand même limité, tu peux pas en construire, au bout d'un moment. Tu pourrais, mettre toute sur la côte que des palmes, au bout d'un moment, tu serais limité quand même, tu vois? Au bout d'un moment, tu vas dépasser tes eaux territoriales, tout ça. Donc au bout d'un moment, tu as certaines limites. Pareil, si tu veux, un appartement avec une vue sur Central Park, il y aura toujours une rareté Ouais. sur ces trucs-là, tu vois? C'est justement une des questions que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il y aura toujours une forme de valeur? Parce que si tout ne Oui. coûte plus rien, Non, mais eh ben, justement, l'humain voudra quand même toujours des choses spéciales. Et donc, pour avoir ces choses exactement. spéciales, il faudra avoir de la valeur d'une certaine Ah manière. mais on le vit déjà, en fait, parce qu'on vit dans un monde d'abondance absolument démentielle par rapport à l'époque pré-industrielle. La plupart des gens, 90 des gens bossaient au champ. Il faut se rendre compte quand même, ne savaient pas lire ni écrire, vivaient, 50 ans s'ils arrivaient à dépasser l'enfance et la moitié de leurs enfants mouraient, en bas âge. Enfin, c'était il y a 250 ans, c'était il y a pas si longtemps que ça, hein, même 200 ans, hein. Ils voilà, ils puaient, ils étaient envahis de puces, ils dormaient sur de la paille, enfin, c'était la majorité des gens. Aujourd'hui, on vit dans une époque exceptionnelle. Tout le monde a une salle de bain, tout le monde a des toilettes. Voilà, tu vas pas mourir, du choléra ou, de la dysenterie, tu vas pas avoir une épidémie de peste et cetera et cetera. Donc c'est quand même incroyable, vraiment gratuit pour ça. Vous La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'on vit dans la meilleure époque de l'humanité jusqu'à présent. Voilà, arrêtez avec vos lunettes, négatives, que les médias vous ont forgées. Quand on étudie l'histoire, c'est clair. Donc on est dans cette abondance et il y a plein d'objets, de choses qui coûtaient très cher à l'époque et qui coûtent pas cher aujourd'hui. Par exemple, la plupart des gens avant l'époque pré-industrielle, les gens ne se rendent pas compte, mais ils avaient 2 habits. Ils avaient l'habit de travail de la semaine et l'habit du dimanche pour aller à la messe. C'est tout. Il y avait rien d'autre, parce que ça coûtait super cher de fabriquer un vêtement. Avant l'industrie, bah, fallait tout faire à la main. Vous imaginez pas le travail que ça demande de faire un pantalon, un polo comme ça à la main. C'est beaucoup de travail, ça coûtait très cher et les gens avaient 2 habits. Maintenant, on Hem, est dans l'extrême inverse, Bah oui. quasi du jetable. Les femmes achètent du Shein, le site web qui Ah oui, les livre Chinois là, ouais. de Chine, où la plupart utilisent une fois ou deux le vêtement et le jettent. Voilà, mais néanmoins, malgré cette abondance, il y a quand même des différences de statut en fonction des vêtements et cetera, tu vois? Et donc ça va pas changer. Au-delà de ça, donc c'est pour ça que je pense que l'argent sera toujours présent. Parce qu'il y a quand même des choses qui seront pas accessibles à tout le monde. Mais ça va finalement faire la même chose que la révolution industrielle, c'est-à-dire que ça va donner énormément d'abondance à tout le monde, mais pas il y aura quand même des trucs rares, il y aura quand même des trucs pas accessibles et ça suffira à faire une différence de statut social et tout ça. Au-delà de ça, même admettons que l'économie devienne pilotée par des IA, par des robots et cetera. Ils auront quand même besoin d'argent parce que, même si quand tu as énormément de ressources, tu jamais des ressources infinies. Donc comment tu décides que, tu mets, je sais pas 20 des ressources dans la santé, 10 dans l'éducation, 20 dans l'énergie, tout ça? Bah, tu regardes ce que les gens sont prêts à payer, en fait Après, le nerf de la guerre, ce sera l'énergie avec des panneaux solaires. Tu as des robots qui et la construisent fusion à terme. en continu d'autres robots qui Ouais, ouais. ensuite qui vont miner, qui vont faire. Voilà, on va aller assez vite vers une abondance qui sera démentielle pour les êtres humains, mais jamais infinie, c'est pas Hmm. possible. Donc il y aura toujours, même, il y aura toujours un besoin de l'argent parce que c'est une forme de vote qui est concrète, réelle, et voilà. Donc après, donc il y a quand même une possibilité que les êtres humains restent pertinents dans ce monde-là et c'est ce que explore, Elon Musk. Elon Musk, faut le comprendre quand même, hein, les médias l'aiment pas, le vilipendent, beaucoup de gens sont anti Elon Musk. Elon Musk, il a tout compris au challenge de l'humanité. Elon Musk, il a vendu PayPal, il a gagné quelque chose comme 280 millions de dollars dans sa poche personnelle, quand il a vendu ça. Il aurait pu jet-setter tout le reste de sa vie, personne n'en aurait voulu. Il a choisi de tout sacrifier et il a quasiment perdu toute sa fortune, hein, pour sauver l'humanité. C'est tout. Donc tu peux être critiquer Elon Musk, mais il faut quand même comprendre ça et Elon Musk, tout ce qu'il fait est motivé fondamentalement par le fait de sauver l'humanité. C'est tout ce qu'il fait et donc il a très bien compris, les enjeux, mais aussi les dangers de l'IA et de la robotique et c'est pour ça que c'est un acteur majeur dans ce domaine et la société qu'il a créée, Neuralink, est conçue dès le départ pour permettre aux humains de rester pertinents dans le monde post-IA. Donc qu'est-ce que c'est Neuralink? Là, aujourd'hui, c'est juste c'est incroyable déjà. C'est un implant donc qu'on met dans le cerveau, qui est une sorte de filet qui va se connecter un peu aux neurones et qui permettent à des gens paralysés
de pouvoir contrôler un ordinateur par la pensée. Donc voilà, ils peuvent faire naviguer une Ils en sont où souris. actuellement? Ah mais c'est très, très, perfectionné là, de temps en temps, Elon Musk, moi je le suis sur X, il partage justement des avancées de ça. Tu peux aussi suivre le compte de Neuralink, hein, et tu as des paralysés, qui jouent aux jeux vidéo, à Call of Duty, à Age of Empires, qui tapent des textes par la pensée. En fait, ils sont capables de diriger leur ordi avec la pensée. Donc ça, c'est incroyable, mais ça, c'est juste la première étape. La vision d'Elon Musk avec Neuralink, c'est qu'à terme, on puisse fusionner en partie avec l'IA pour rester pertinent. Et je sais que ça fait dire ça, ça fait peur à beaucoup de gens et je peux le comprendre. Mais à terme, on n'aura pas le choix si on veut rester dans la course. Donc je pense qu'il y aura toujours alors au début déjà dans la transition, c'est vrai que la différence avec la révolution alors la révolution industrielle a fait perdre à des gens beaucoup d'emplois, mais ça en a créé plein à côté dans les usines. Donc la transition s'est faite. L'IA, il y a quand même un risque qu'il y ait beaucoup de pertes d'emplois sans qu'il y ait de transition possible. C'est pour ça que là, pour le coup, un revenu universel, même si ça va à l'encontre de principes libertariens, mais là, il faut être pragmatique, ça va devenir nécessaire. Et surtout que, je prends un exemple simple, bon là je fais une petite parenthèse, mais admettons que toi tu as un coin de jardin, si tu as un robot qui, plante, la nourriture pour toi, qui te fait à manger, bah, tu as de la bouffe qui est créée magiquement, pour un coût de 0,1 $ de l'heure d'électricité, par exemple, tu vois? Donc dans ce cas-là, on peut imaginer, un revenu universel qui coûte pas trop cher à la société parce que ça sera généré de manière automatique, en fait, tu vois? Ça peut être vu comme un communisme 2.0, un socialisme 2.0 qui est permis par la technologie, mais sans, je pense que le contrôle des prix, même par une super IA, ça restera pas assez efficace et qu'il vaut mieux une économie planifiée restera inefficace même avec une super IA. Il vaut mieux laisser les prix, librement dans un marché déterminé, la priorité que les robots l'IA va allouer pour la production des biens et des services. Heu et du coup, là, dans la transition, d'abord, ça va, faire perdre du boulot à pas mal de gens et effectivement, il y a une partie de la population qui, par contre, va se fusionner avec l'IA, alors sans puce, hein, mais simplement en utilisant, ça, ce qu'on appelle les centaures, hein, dans le milieu des échecs. Pendant un moment, les joueurs d'échecs qui étaient assistés d'IA battaient les IA toutes seules. C'est plus le cas aujourd'hui, hein. Là, par contre, là, maintenant, les humains, sont devenus un obstacle dans les échecs. Mais du coup, il y a eu une période de, je crois, 10-15 ans à vérifier, où les centaures battaient les IA pures. Et ça va aussi se produire dans cette transition vers les super IA. Et du coup, tu auras une minorité de la population qui va continuer à être pertinente économiquement, qui va gagner beaucoup d'argent. Et là, c'est là qu'il faudra progressivement mettre en place un revenu universel pour les gens, leur laisser le temps de trouver d'autres manières d'avoir du statut social, de trouver du sens, etc. Mais à terme, les humains, ils vont être enlevés de la loupe, sauf pour ceux qui choisiront de fusionner avec des puces dans le cerveau où ils auront une augmentation de leur capacité cognitive, assistée par l'IA. Et du coup, ça peut faire peur, mais ça sera, je pense, facultatif de toute façon. Mais les gens qui ne feront pas ça, et qui voudront rester pertinents seront, aussi pertinents qu'un Amish aujourd'hui qui essaie de démarrer un business web. C'est-à-dire, c'est pas possible, quoi. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Potentiellement, ceux qui voudront pas faire ça, ils pourront vivre reclus, peut-être, avoir leur ferme Ouais, et en les fait, Amish. opt-out du système. Alors, je rappelle les Amish, ce que c'est une minorité religieuse aux États-Unis qui refuse l'électricité, grosso modo. Donc ils vivent comme au début du 19e siècle, ils ont des roulottes à La chevaux, petite maison dans la prairie, en gros. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc parfois, quand tu vas aux États-Unis, tu les vois, Mais j'en ai vu même à Panama. oui, et d'ailleurs Ils voyagent. ils prennent l'avion. Alors c'est ça qui est marrant, Ouais. ils ont le droit, ils ont des exceptions, tu vois? OK. Mais tu les vois Ah en bah, habit du 19e siècle ouais. dans les aéroports et ils Ouais. prennent l'avion, c'est drôle. Ouais. Mais par contre, ils ont pas de smartphone. Ils ont pas de technologie moderne de manière générale et voilà, pas de problème, tu vois? Ils vivent leur vie, pas de souci, mais par contre, ils n'ont aucune influence économique, culturelle. Il faut bien s'en rendre compte et si demain un ami essaie de créer une boîte pour nous concurrencer, il peut pas. Tu vois? C'est comme si tu essayais de démarrer une entreprise aujourd'hui sans ordi. Et donc Après, les c'est gens, juste qu'ils ont opt-out de la course, tout simplement. voilà, ils ont peur de la Corse et pourquoi pas, tu Et vois? pourquoi pas? Voilà, exactement. Ça sera clairement une possibilité, sauf que là, ce sera beaucoup plus répandu que les Amish. Mais si tu veux rester dans la course et si tu veux, être pertinent dans 20 ans, à mon avis, il te faudra un Neuralink dans la tête, hein. C'est pas possible autrement. Peut-être même t'améliorer génétiquement, par des trucs. Je sais que ça fait peur à Tu as plein de déjà gens. pensé, toi? Oui, écoute, moi, ça me pose pas de souci particulier. Moi, OK. je pense pas que le corps est sacré. C'est juste une machine. Ce qui est important, c'est la conscience et à partir du moment où, que j'ai des bouts biologiques ou mécaniques, dans mon corps, il y a pas de différence. Déjà, je veux dire, on est nombreux à être des cyborgs, hein, déjà parce qu'on a des dents, artificielles, on a des hanches artificielles,
Il y en a qui ont des pacemakers. Enfin, je veux dire, ça fait déjà des décennies qu'on se met des trucs dans le corps. Ça pose de problème à personne. Donc là, c'est juste la continuation de ça. Là où ça change, par contre, oui, c'est vrai que le cerveau, ça peut faire peur. Parce que c'est vrai que du coup, d'ailleurs, c'est la vision de Ray Kurzweil qui est un des prophètes de la singularité. Donc la singularité, c'est cette idée que à partir du moment où on crée une IA plus intelligente que les êtres humains, elle va pouvoir s'améliorer plus efficacement que ce que les êtres humains feraient, et que cette nouvelle version améliorée va pouvoir s'améliorer à nouveau plus efficacement, et ainsi de suite, comme ça. Et très très vite, tu te retrouves avec une IA qui a la même différence d'intelligence avec nous que nous avec les fourmis. Donc le truc, tu n'es même pas imaginable en fait, tu vois. Ça, c'est la singularité. Et Kurzweil dit, il va y avoir une singularité humaine qui est que, au fur et à mesure, on va se mettre des trucs dans le cerveau, tu vois? Et on va commencer à à outsourcer, à déléguer une partie de nos processus cognitifs à des GPU, à des processeurs, dans le cloud. Et il dit au début, ça sera 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Puis à un moment, tu auras 99 de ton traitement cognitif qui sera fait dans le cloud à 10 000 fois plus vite que ton cerveau. Et du coup, est-ce que tu seras encore une entité biologique ou pas, tu vois? Et à terme, il dit, il y a même des gens qui s'uploaderont dans le cloud directement, qui se débarrasseront du corps. Heu et si c'est fait progressivement, logiquement, il n'y a pas de problème de continuité dans la conscience, même si c'est débattable. Bon, sans aller jusque-là, clairement, ça va être pour l'instant, ça peut paraître de la science-fiction, ça peut paraître délirant. Je sais qu'il y a des gens qui Le me monde de regardent et qui demain sont va être choqués. différent et en fait Ouais. très différent de ce qu'on pourrait même imaginer. En fait, je pense qu'on n'est même pas encore capable d'imaginer à quoi va ressembler le monde de demain. Mais du coup, par contre, si pour ces êtres humains qui choisissent de rester dans la course en fusionnant avec les IA, je pense que là, du coup, on va continuer à rester pertinent. Dans une hyper civilisation, ça se trouve, Ouais. ultra Oui, moderne, oui, on va avoir la même abondance. Alors si on se détruit pas entre nous, c'est aussi une possibilité, hein. plusieurs planètes potentiellement. Oui, alors l'accès à l'espace, c'est évident, Mars, et puis, à terme, ça même à la limite, le meat space, comme disent nos amis anglophones, l'espace de la viande, n'aura plus d'importance. C'est-à-dire que tu pourras vivre ta vie entièrement tu seras uploadé dans le cloud et tu vivras dans une réalité virtuelle, tu vois? Et tu seras immortel ou ou quasi. Donc ça, c'est une possibilité, mais je pense que les gens pourront choisir. Il y aura de tout. Il y aura de tout, des Amish qui vont continuer à rester Amish, jusqu'aux gars qui auront plus de corps physique et qui seront, dans le cloud. Et ceux-là seront toujours pertinents au niveau économique. Et tu auras des hybrides, des gens, des cyborgs, des machins, et du coup, ça donnera une vraie abondance, tu vois? Il y aura des minorités qui seront respectées comme aujourd'hui, ça va être la même chose, mais on vivra dans une ère qui sera aussi différente de celle d'aujourd'hui que ce qu'on a aujourd'hui par rapport à il y a 300 ans, et voire même plus. Et par contre, ça peut se produire beaucoup plus vite, hein, parce que tout va beaucoup plus vite qu'avant. Donc ouais, on peut envisager que d'ici 20 ans, il y ait 1 milliard de robots, sur la planète, ou plusieurs milliards de robots sur la planète qui fassent tout pour nous, qui sont plus intelligents que nous, hein. Donc peut-être que du coup, tu veux parler de comment ça se connecte à cette vision de la destruction des États-nations, tu vois? Ouais, Parce que c'est aussi un vaste sujet. ouais, c'est justement le dernier sujet qu'on devait aborder aujourd'hui, c'est les États-réseaux. Donc la disruption justement des États-nations tels qu'on les connaît aujourd'hui par les États-réseaux. C'est quelque chose dont tu as beaucoup parlé dans ton livre et qui te passionne. Est-ce que tu peux déjà expliquer qu'est-ce que c'est qu'un État-réseau pour ceux qui n'auraient jamais entendu Oui, donc alors je parle de plusieurs formes de gouvernance qui sont nourries par ces disruptions, alors que les États-nations se font disrupter par elles. Donc il y a les cités libres, la futarchie, et cetera. Mais tu as notamment les États-réseaux qui sont une des nouvelles formes de gouvernance possibles. Donc l'idée, c'est de démarrer en fait, donc c'est Balaji Srinivasan, qui était, l'ex-CTO de Coinbase, qui a théorisé, ça dans son livre éponyme que vous pouvez trouver gratuitement sur le web, hein, voilà, The Network State. Heu et l'idée, c'est qu'en fait, tu vas partir du cloud, donc d'une communauté de gens qui sont, connectés via les mêmes valeurs. Par exemple, communauté de libertariens, je donne l'exemple dans mon livre Communauté digital nomade, et cetera. On en avait parlé dans la dernière vidéo. Et donc, l'idée, c'est que tu fédères une communauté comme ça et que progressivement, tu vas en faire un État. Donc il n'est pas très prolixe sur les étapes qui mènent de l'un à l'autre. Dans mon livre, je propose un plan extrêmement détaillé pour les digital nomades pour faire ça. C'est qu'en gros, on commence par faire un syndicat qui représente les digital nomades qui vont aller négocier avec Airbnb, Booking, etc. pour avoir des meilleurs deals avec une assurance santé mondiale, que on commence à faire des événements un petit peu partout dans le monde, en faire une vraie communauté. Et puis à terme, on négocie avec des pays pour des zones économiques spéciales pour nos membres.
Tu vois. Bon, et de fil en aiguille, je ne vais pas redire ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, on arrive à un État qui a une reconnaissance diplomatique et tout ça. Un pays qui n'a pas de territoire, à proprement Qui n'a parler, ou pas qui pourrait en avoir un, mais qui peut avoir un territoire, mais c'est pas obligatoire, et qui, à terme, pourrait avoir des enclaves un petit peu partout, semi-autonomes dans le monde. Mais où finalement, perdre, un bout de territoire, c'est comme aujourd'hui une multinationale qui perd un point de vente, c'est pas la fin du monde, tu vas pas rentrer en guerre pour ça, et cetera, tu vois? C'est la notion de territoire est moins sacrée qu'aujourd'hui pour un État-nation. Hem et heu donc c'est une des possibilités et tu vois, donc là, au moment où on tourne cette vidéo, Éric Larchevêque a annoncé, son projet de The Bitcoin Society, il y a, 1 semaine à peu près, tu vois, j'ai fait un post sur Twitter parce que j'ai vu que la plupart des gens n'avaient pas compris la vision, c'est qui est devenu viral. Il a fait 100 000 vues en, je sais pas, 36 heures et où j'explique simplement, en fait: «Les gars, vous n'avez pas compris. Là, ce que Éric Larchevêque a annoncé, c'est pas, juste un club d'investissement, c'est pas juste une boîte cotée en bourse, c'est pas une Bitcoin Treasury Company, pas seulement. Là, vous voyez la première étape de la création d'un État réseau et les gens l'avaient pas vu». Heu, mais peut-être aussi la communication. Mais alors je sais que tu es ami avec, mais oui, bah, je suis pas enfin, il la a écrit la préface de communication, mon livre, elle était mauvaise. oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Le mail qui a été envoyé pour vendre un peu la saucisse, le club d'investissement, c'était, Alors ça, on tout à fait, donc ça va pas dans le bon sens, ça va déjà, pas dans. Éric n'est pas mon ami, même si on voilà, c'est un pas enfin, je l'ai rencontré, il a écrit la préface de mon livre, j'ai beaucoup de sympathie pour lui, de manière générale, je soutiens son projet, mais je suis entièrement d'accord qu'on peut complètement critiquer l'exécution, là, ce que je dis, c'est qu'en fait, la plupart des gens n'ont même pas compris la vision. Alors c'est Oui, compliqué c'est quand même dommage de critiquer parce que c'est l'exécution pas quand ce on n'a qu'il pas a compris la vendu vision. le plus, en fait. Oui, mais clairement, la keynote, on aurait pu faire mieux. Clairement, le ton était trop sombre, la musique est bon, bref, on va pas rentrer dans Ouais, les non, non. détails, mais tu vois, oui, et Et puis, du coup, pour le Pékin moyen, oui, ça sonnait pas non. Network State. Tu vois. Bah, non, pas du tout. Ça sonne club d'investissement, comme on en a vu des dizaines dernièrement, et en plus que ça a pas très bonne réputation Oui, et oui, tout à fait. Et donc, pas top. par contre, je pense que en fait, sa stratégie est brillante, très honnêtement. La plupart des gens n'ont pas compris la vision, peut-être par un manque de communication, mais en tout cas, c'est clair. Et sa stratégie est brillante parce que là, pour le coup, quand je l'ai rencontré, je lui ai vraiment beaucoup parlé de ta réseau et de Cité Libre et tout ça. Et dans mon livre, donc, je propose tout un plan. Ça peut être un syndicat ou une entreprise, hein, comme ce qu'il a fait. Mais lui, ce qu'il a rajouté, ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'en fait, il mixe le business model des Bitcoin Treasury Company avec un État réseau. Ça, c'est super pertinent parce que s'il y a une hyper-bitcoinisation du monde, et a priori c'est en train de se produire, eh bien, c'est extrêmement intelligent de faire ça parce que ça va lui donner un effet de levier absolument démentiel. Parce qu'à terme, sa boîte vaudra des milliards, et ça va lui donner beaucoup plus de ressources et de poids politique pour mettre en place un État réseau, justement. Mais alors, du coup, comment on connecte tout ça à le communisme de zéro? Bon, j'exagère un peu quand je dis ça, mais l'ère d'abondance dans laquelle on va arriver. Euh, c'est pour cette partie de la population qui va rester économiquement pertinente, elle va être ultra, ultra mobile. C'est c'est clair, et pour elle, l'État-nation, c'est pas la bonne forme de gouvernance. Il lui faut des nouvelles formes de gouvernance. Ça peut être des cités libres, des États réseaux, des futarchies, du systening qui est le fait de créer des villes sur l'eau et cetera. Hem et cette frange de la population qui créera la part humaine de l'économie sera cliente dans un marché de juridiction. C'est une évidence. Hem, pour la partie de la population qui, elle, aura besoin de revenus universels. Elle, par contre, au contraire, ça va devenir, elle va devenir, des néo-serfs. Mais des serfs avec une abondance matérielle, que les serfs du Moyen Âge, probablement, ils auraient signé 10 fois pour l'avoir, hein, ça, il y a pas de problème. Donc bon, des gens qui voilà, une partie de la réponse à quelle signification avoir, quel sens avoir dans un monde où on fait tout pour toi, bah, c'est les jeux vidéo, quoi. En gros, c'est du coup, je me bats pour être le premier ou dans le classement de ce jeu vidéo-là. On fait des compétitions entre êtres humains, tu vois? Voilà, c'est ça, quoi. Ça serait la chose positive. Après, j'en parlais dans un autre podcast, sûrement aussi peut-être des vagues de suicides, des gens qui se C'est rendent compte possible. qu'ils servent plus à rien dans le Oui, monde de oui, c'est demain, possible. et peut-être qu'on va avoir une décroissance de la population par ça aussi. Alors oui et non, oui, je suis d'accord, mais je pense que ça il y a une chance et j'espère que ça va se produire qu'il y a au contraire une croissance de la population parce qu'en fait, ça va rendre le métier de parent beaucoup plus accessible. Parce que déjà, bah, tu auras moins besoin de travailler.
Puis, donc le couple va pouvoir beaucoup plus s'occuper des enfants, mais surtout, tu auras un fucking robot humanoïde à la maison qui va tout faire pour toi. Une nanny Il pourra changer les couches, 24 sur il 24, c'est pourra toujours gérer. possible. Enfin, alors je dis pas qu'il faudra le faire tout le temps parce que bon, tu es là aussi pour élever tes enfants, mais il enlèvera une grosse partie de la friction en fait du fait d'avoir des enfants. Donc, c'est possible que les gens aussi, parce que pour une quête de sens et tout ça, se mettent à faire des enfants. Donc, mais oui, je pense que ça sera un mix de jeux vidéo, de vivre dans une réalité virtuelle, de se mettre à des sports, de trouver des métiers qu'on ne va pas trouver comme des métiers, mais qui seront considérés comme des métiers pour eux, dans partie de fusion avec l'IA ou pas. Et après, dans la transition, bon, il y aura peut-être des métiers qui vont être quand même intéressants à faire, même si tu as des robots qui peuvent le faire à ta place, parce que juste sur la vitesse de la transition, tout va pas être répondu instantanément. Tu n'auras pas des Optimus en un an partout, tu vois, c'est pas possible. Euh, mais voilà, donc une grosse partie de la population va être sous tutelle finalement, un peu comme dans une maison de retraite finalement. Alors la question, c'est comment les États financent le revenu universel. À partir du moment où une grosse partie de l'économie est faite de manière automatique, la question ne se pose plus, hein. C'est ce que je disais, si tu as un bout de terre et que ton robot, il s'en occupe pour toi, tu bouffes gratos tout le temps. Tu as rien à faire. Enfin, faut juste que tu payes l'électricité de ton robot. Alors, mais à la limite, tu peux avoir un panneau Des panneaux solaire. solaires. Ouais, donc faut payer le panneau solaire, mais bon, le panneau solaire, il a Le été coût, construit. le coût de production du panneau solaire va tendre vers zéro. Bah oui, parce que c'est un robot qui l'a créé. Alors, c'est des robots qui ont été chercher les minerais. Et c'est robots. exactement. Toute la chaîne va être robotisée. Ça va prendre du temps quand même, hein. On part en moins de 10-20 ans, grand minimum. Enfin, faut. Ouais, donc je veux dire, c'est ça le truc. On va quand même vivre une transition, alors rapide, mais quand même, on va avoir le temps de voir venir, tu vois. Mais si tu peux prendre les 20 dernières années, où on a vu une transition du monde non smartphone vers le smartphone, du monde non IA vers l'IA, et tu peux dire que ça sera peut-être 2 fois plus rapide, ce qui est déjà très rapide, hein, mais tu vois le temps venir un peu, tu vois. Ou la même vitesse, à voir. Euh, et donc, à partir du moment où une grosse partie de l'économie est créée de manière automatique comme ça, tu peux avoir une oubliette. Donc, du coup, la question, c'est que nous, en tant qu'entrepreneurs, plutôt à tendance libertarienne et tout ça, est-ce qu'on va réussir à avoir du sens dans ce monde? Est-ce qu'il va falloir fusionner avec l'IA? Je pense que oui, personnellement. Est-ce que les gens vont le faire de bon cœur? Pas tous. Et du coup, peut-être prendre notre retraite, hein, tu vois? Je veux dire, voilà, on aura un capital qui sera largement supérieur à la plupart des gens. Je pense que Oui, mais le est-ce qu'il bitcoin va vaudra rester encore perso. quelque chose? Mais C'est non, mais ça on le pourra truc. s'acheter des trucs du genre un appart à Manhattan, Oui, ou avec un vue sur terrain Central Park. sur la Voilà. Et mer. ce qui restera, Qu'est-ce qui aura... Ça, c'était une des questions que je voulais te poser. On revient un peu en arrière du coup. ouais. Qu'est-ce qui aura de la valeur demain Il y dans un aura. monde où tout est quasi gratuit? Mais c'est ce que je te dis. Ouais, ce qui est très De rare notre point de vue, et ce qui ne peut pas se il n'y aura créer. pas de différence majeure entre le truc entrée de gamme, enfin le truc qui a pas de statut et le truc qui a beaucoup de statut, mais pour eux et pour nous dans le futur, ça sera important. Tu vois, c'est comme le smartphone aujourd'hui pourri à 200 balles, tu l'aurais aimé il y a 20 ans, tu l'aurais acheté 10 000, tu vois? Parce que c'est tellement technologiquement avancé, mais aujourd'hui, c'est nul et ça a pas de statut. Tandis que quand tu as le dernier iPhone, ça a un petit statut, tu vois? C'est comme ça. Mais même s'il y a pas de différence fondamentale par rapport à la technologie de 2005 entre le smartphone à 200 et l'iPhone à 1 500. Tu vois? C'est déjà mind blowing. Ça sera la même chose. Heu Surtout qu'on n'aura plus de smartphone d'ici là. Bah oui, probablement pas parce que justement, puce, ou alors les trucs dans les yeux, Ouais. et cetera, enfin voilà, donc moi je dis quand même, alors c'est un peu flippant, faut le reconnaître, mais tout ce qui est flippant est aussi excitant, enfin peut-être pas tout, mais voilà, ce qui est excitant est souvent flippant, ça c'est vrai, et du coup, what a time to be alive quand même. C'est quand même incroyable de vivre cette transition. On est vraiment une génération privilégiée. À nouveau, ne croyez pas les gens qui vous disent que c'est la pire époque de l'humanité, mais pas du tout. Ça va aussi probablement régler le problème climatique, et cetera. Et avec des IA, des robots comme ça, on aura la fusion d'ici la fin du siècle, peut-être même d'ici 2050. Et là, tous nos problèmes énergétiques sont résolus. Déjà, avec les panneaux solaires et la fusion, on n'aura pas de problème majeur, mais avec la fusion, là, c'est l'abondance illimitée quasiment d'énergie, hein. D'énergie. Après, on aura des limites de ressources, tout ça, mais on va commencer à s'étendre dans le système solaire et tout. Donc, pour les gens, si on arrive à survivre les 20 prochaines années, c'est un peu l'enjeu majeur. On va avoir une transition incroyable. Et si l'humanité ne se détruit pas, ça reste qu'un risque, hein, je veux dire, voilà. Euh, on va pouvoir aller faire du tourisme dans l'espace, aller sur Mars, vivre des centaines d'années, avoir accès à des jeux vidéo absolument incroyables, et avoir tout pour rien, quoi. Enfin, c'est juste dingue, hein, donc, What ouais. a time Et to peut-être be même aller alive. dans les étoiles, hein, faut voir, mais ça serait fou. Donc, bon, la vie sera belle, je pense, quand même. Tu vois, si on arrive à garder du sens et tout ça. Donc,
Donc voilà, tout le monde réussira pas à faire la transition, mais je pense quand même qu'une grosse partie des gens. C'est le prochain livre. Tout le monde n'aura pas la chance de faire la transition. Tout le monde n'aura pas la chance de vivre 2000 ans, peut-être, je sais pas. Mais du coup, les États-nations restent quand même disruptés fondamentalement dans leur domaine. Mais c'est vrai que du coup, sur l'idée par exemple, les digital nomades puissent créer un État-réseau, il va falloir qu'ils s'adaptent et seule la frange qui fera une fusion avec l'IA restera pertinente économiquement et donc politiquement. Je pense que c'est un bon mot de la fin. On va terminer là-dessus. Puis on a encore quelques années quand même, Ouais, avant que ça devienne vraiment bizarre. c'est vrai. On aura le temps de faire 2-3 autres podcasts pour vous parler de l'évolution. Profitez des dernières années normales qui vous restent parce qu'il n'y en a plus beaucoup, honnêtement. Pour ceux qui voudraient retrouver ton livre, on peut l'avoir sur Amazon. Oui. Et toutes les bonnes librairies. Exactement. Je vous le recommande. J'ai lu très peu de livres dans ma vie. Il fait partie des rares livres que j'ai lus et j'ai passé un bon moment en le lisant. Donc, fortement recommandé. Il y aura à ta chaîne, on fera une collaboration YouTube. Donc, pour ceux qui veulent aller voir le contenu d'Olivier, où tu traites également d'autres sujets sur ta chaîne, vous pourrez cliquer du coup sur son nom. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez vous former à mes côtés, que ce soit à travers la formation Offshore Mastery pour avoir du contenu vidéo exclusif, pour réorganiser vos vies, vos business à l'international totalement légalement, eh bien, vous retrouverez le contenu de mes formations juste en dessous et puis également l'accompagnement Freedom Protocol pour ceux qui voudraient un accompagnement sur mesure. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui et on se retrouve dans un prochain podcast. Ciao. Ciao.